Bonjour, ça va, vous allez bien? Cool, on a des pouces levés, tout va bien. Voilà, on n'a pas de mort encore, tout va bien, la chaleur, ça va, vous tenez? Bon. Bonjour à vous, bonjour Tinaria. Bonjour à toi. Bonjour. Peter. Bonjour. Et bonjour, Alors, Souillon. on avait dans l'exercice, on se présente très rapidement, on s'est croisés avant. Oui. Je ne te effectivement. connais pas du tout, du tout. Que D'accord. fais-tu dans la vie? Alors, dans la vie, je travaille de base en logistique, mais sinon, si je suis venue à Anjou, enfin, si je rejoins Anjou Pop Corner et si je suis ici pour la Japan Tour, c'est que je suis une animatrice et aussi créatrice de contenu, je suis streameuse. D'accord. Moi, c'est Peter, donc je m'occupais de la partie indé du Japan Tour Festival pour recruter des développeurs indépendants pour qu'ils viennent présenter leurs jeux. Et je faisais aussi les scènes un temps avant, en 2022. Et puis après, Anjou Pop Corner a repris la place de façon très professionnelle pendant la petite pause. Et puis là, le retour un petit peu. Puis en gros, avec le Japan Tour, on a créé un des premiers espaces jeux vidéo indépendants sur un festival. Voilà, l'organisateur Alexandre et toute l'équipe dont on a vu Valentine, ça a été les premiers à nous faire confiance, à dire ok, on va faire un espace jeux vidéo indépendant. Et donc on a commencé ça en 2017. Et puis voilà quoi. Voilà un peu pour la présentation très générique. C'est Et on a super. avec nous Qui êtes-vous? Souillon. Qui es-tu? C'est ça, qui suis-je? Je suis dessinateur. À la base, je suis dessinateur de BD et je travaille sur la BD qui s'appelle Maliki depuis 20 ans cette année. Ah oui, c'est un personnage de très longue date. Allez, elle commence à être vieille, oui. C'est plus qu'un mariage. C'est plus que... C'est plus qu'un mariage. Oui, Et des mariages qui durent moins longtemps que 20 ans. hein. Oui, ça commence à faire longtemps. Ouais. Bon, et écoute, on est là pour parler d'un projet de jeu que tu fais sur Maliki. Alors, on a une petite routine qu'on va appliquer parce qu'on va parler aussi d'autres jeux. On est avec toi jusqu'à 15h30 environ. La routine, donc, c'est d'abord que tu parles de toi, de ta carrière, de ce que tu fais, de ta vocation. Et puis petit à petit, bien sûr, on va arriver sur ce qui nous intéresse là, le jeu Maliki qui va bientôt sortir. Et voilà, mais écoute, on te laisse commencer par te présenter. Qui es-tu? Que fais-tu? Tu as parlé un peu en off de... Tu as fait un passage chez Ankama. Mais voilà, raconte-nous tout ça. Alors, mon premier contact avec le jeu vidéo, c'était après le bac, parce que j'ai travaillé chez Goa, la vieille plateforme de jeux qui a été reprise ensuite par France Télécom. Et je travaillais sur Dark Age of Camelot, D'accord. le deuxième MMO qui avait été importé en France. Et là-bas, je faisais de la vidéo. Je n'étais pas du tout dessinateur, mais j'aurais bien aimé le devenir. Et disons que j'avais tenté des concours dans des écoles de dessin et j'avais lamentablement raté. Donc je m'étais réorienté vers le multimédia. Et en parallèle, j'avais commencé à dessiner un petit webcomic qui s'appelait déjà Maliki à l'époque, donc en 2004. Et au bout de quelques années de publication, j'ai commencé à fédérer une petite communauté. Et au bout de 3 ans, je crois, il y a une toute petite boîte de jeux vidéo qui s'appelle Ankama, qui venait de se monter, qui m'a contacté en me disant on trouve que ton style correspond pas mal à ce qu'on fait et on cherche du monde pour développer nos univers. Est-ce que ça te dirait de plaquer ton boulot pourri à Paris et de venir à Roubaix? Oui, Roubaix, ça fait pas forcément rêver au début des années 2000 hein, quand même. hein. Non, mais j'avais tellement envie de partir de Paris que sur le coup, je me suis dit ouais, ça peut pas être pire que Paris. C'est à peu près équivalent finalement. Mais en tout cas, c'était un peu l'aventure parce qu'on était en ruche d'entreprise. On était vraiment peut-être une quinzaine, une vingtaine au début. Et j'ai pu participer à l'aventure Ankama du début sur Dofus, ensuite sur Wakfu. J'ai travaillé aussi sur la série animée. Donc j'ai commencé vraiment à mettre plus de cordes à mon arc parce que je faisais aussi bien de l'animatique que des sprites, que des illustrations. Et j'ai continué en parallèle la BD que je faisais chez moi les soirs et les week-ends. Ok. Et voilà, pendant 7 ans en Kama, j'ai eu double, triple casquette comme ça. Jusqu'au moment où j'ai eu envie de me lancer en indépendant pour ne faire plus que du Maliki. Sur Maliki. Voilà, où là ensuite j'ai continué la BD, mais spécifiquement sur Maliki à plein temps. J'ai monté une maison d'auto-édition. Et voilà, je suis parti vivre en Bretagne, qui est bien mieux que Roubaix. Je n'ai pas peur de le dire. Alors du coup, pour revenir, parce que
le jeu dont on va parler s'appelle Maliki. Il y a un sous-titre Poison of... Poison of the Past. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus d'où vient ce personnage Maliki? Comment est-ce que c'est un jour sur la cuvette des toilettes, tu t'es dit tiens, j'ai ce personnage en tête? Comment il est arrivé? Pourquoi il s'appelle Maliki? Pourquoi c'est une jeune fille? D'où vient cette héroïne? Ouais, alors c'est une question qu'on me pose beaucoup et malheureusement, j'ai pas de super belles histoires. C'est un peu nouveau de j'étais sur les toilettes et d'un seul coup c'est arrivé. Maliki, c'est un personnage que je dessinais quand je m'ennuyais en cours, déjà au lycée en fait. Et elle n'avait pas encore de nom à l'époque, mais c'est un peu le personnage sur lequel je m'entraînais à dessiner. Et le jour où j'ai voulu lancer un webcomic, je me suis dit, c'est bon, j'ai pas besoin de créer un personnage, j'en ai déjà un que je sais dessiner. Donc j'ai pris ce personnage, je l'ai nommé Maliki, sans aucune raison. Ah, comme ça. Juste parce que ça sonnait bien. Moi, je pensais que c'était les premières initiales de tes premières petites copines. Ou... Alors, rien du tout. Peut-être. C'est vraiment juste une histoire de sonorité. D'accord. Et voilà, c'est parti comme ça. Et alors, comme je faisais du blog, j'ai pris une grosse partie de ce qui m'arrivait ou de ce qui arrivait à mes proches. Et je l'ai injecté dans le personnage de Maliki en mode un peu autobiographique. Mais à l'époque, j'étais pas mal fasciné par ce que faisait Gorillaz, le groupe de musique. Ah oui, oui, oui. Où en fait, tu avais des personnages en dessin animé, tu savais pas au début qui étaient les musiciens derrière, tu pouvais que spéculer. Et je trouvais ça super cool d'avoir des personnages autonomes, fictifs, comme ça, qui sont lâchés en pleine nature. Et finalement, les auteurs qui sont derrière, on s'en fout. Ce qui compte, c'est l'univers que ça véhicule. Donc le but de Maliki, au départ, c'était ça. C'est pour ça que la première fois qu'ils ont vu que c'était un vieux gars en dédicace, les gens ont fait « Wow, mais c'est pas une fille en fait, Maliki ». Et voilà. D'accord. Il y a des gens de votre famille du coup qui peuvent se reconnaître à travers Maliki. Il y a des gens de ma famille, il y a des amis, il y a beaucoup de gens qui ont été intégrés dans la BD à qui j'ai volé des petits morceaux de vie. Est-ce qu'ils se sont posé des questions du genre mais pourquoi toi tu m'as fait comme ça Oui, ça peut arriver des fois. Ils disent mais comment tu m'as dessiné? J'ai l'air débile. J'ai un copain qui s'appelle John par exemple que j'ai dessiné en gros viking normand et qui a beaucoup pesté sur sa représentation. Ça va, vous êtes toujours amis? On est toujours amis. Ça va. Et alors pour le coup, ce personnage, Tinaria, toi, tu es sûrement plus de la génération qui a connu Maliki jeune. C'est un personnage qui a été dans ton enfance ou tu découvres sur le tard? Je découvre totalement Maliki. D'accord. Vraiment, je ne connaissais pas du tout. Et Parce que pour le coup, ouais, pardon. Je l'ai découvert seulement récemment. Moi aussi, j'ai découvert un petit peu à l'époque sur Internet, beaucoup à Japan Tour. Parce que tu es un invité un peu star ici quand même. Ah, je suis un peu à la maison ici, ouais. Je suis là tout le temps. Et si vous voulez vous faire dédicacer des BD, voilà, n'hésitez pas, c'est pour la petite parenthèse. Et puis voilà. Est-ce que tu veux qu'on commence un peu à parler du jeu? On a encore 20 minutes. Tiens, allez, le début. À quel moment Maliki sort des pixels du comics blog et même des BD? Ça existe au format papier aussi. Hein. Oui, on a sorti tout en format papier. Ouais. Et à quel moment justement Maliki devient un personnage de jeu vidéo, en tout cas l'univers devient un jeu vidéo? C'est quoi le déclic? Je pense que le déclic, ça a été la campagne de financement que j'ai fait pour mon 3e tome de Maliki Blog, il y a peut-être 5 ans. 5 ans où en fait j'avais fait des petites vidéos de passage de palier, de présentation de la campagne en pixel art. Où je m'étais vraiment pris la tête à faire les personnages en pixel art, les décors, des petites animations, des mises en scène. Et à la fin de la campagne, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont dit mais en fait il faudrait vraiment trop que tu fasses un jeu vidéo. J'ai dit ouais c'est vrai, j'adorerais faire un jeu vidéo. Je suis un gros geek de jeux vidéo depuis des milliers d'années, depuis l'Atari 2600 ou Pong, tu vois, les vieux trucs. Mais tu es vieux, dis donc. Mais je suis vieux, je suis très vieux. Et pour moi, c'était un peu, alors c'était à la fois un rêve et un truc un peu inatteignable parce que un jeu vidéo en indé ou tout seul, c'est compliqué. Et puis il s'est trouvé qu'un copain avec qui j'avais bossé plusieurs fois sur des jeux vidéo pour Ubisoft en tant que Cara designer a quitté son studio où il était depuis 30 ans directeur. J'ai mon ancien copain. Est-ce qu'on peut dire son nom? C'est quelqu'un de connu chez Ubisoft? Il s'appelle Étienne Jacquemin. D'accord. Il dirigeait un studio qui s'appelait Magic Pockets. Et mon ancien patron, Anthony Roux, donc le patron d'Ankama, qui est un bon copain, qui m'a appelé, qui m'a dit tiens, t'as pas des projets en stock? On aimerait bien agrandir un petit peu notre catalogue. On cherche des studios indés qui ont des univers à proposer. Si toi t'as un truc, voilà, peut-être qu'on peut le financer.
Donc je me suis dit, oula, il y a 2 trucs qui se passent en même temps. Les étoiles s'alignent. Donc on en a discuté longuement, une bonne année de dialogue, de propositions, pour finalement se dire, on va monter un studio vraiment de zéro en Bretagne et on va faire un jeu vidéo Maliki. Et c'était il y a 3 ans. D'accord, ok. Alors, on va avoir... Est-ce que les images, les gens les ont déjà vues parce que tu nous as ramené du contenu exclusif Il y a du contenu qu'on verra exclusif, tout à l'heure. effectivement. Ne Ouais. filmez pas, c'est important. Mais tu nous as envoyé du contenu exclusif. On a signé des NDA avec Voilà. menaces de mort et compagnie. Exactement, À ne pas leaker, bien sûr. Donc restez avec nous. Vous allez voir en exclusivité à Japan Tour les premières images de gameplay du jeu. Donc restez avec nous. Et pareil en live, restez avec nous. Je ne sais pas si on fait les questions du live en régie. Est-ce qu'il y a des questions qui peuvent remonter du live? Vous pouvez nous dire. Ah oui, oui, on voit On l'écran. voit les questions passer, donc c'est Voilà, cool. donc n'hésitez pas sur le live si vous avez des questions à poser à Souillon, l'univers de Maliki. Moi, j'ai une Voilà, question n'hésitez pas. en tant que joueuse. Quel est le type de jeu de Maliki? Alors, quel est le type de jeu? Alors, c'est un RPG narratif avec du combat au tour par tour et une petite composante puzzle. Si je devais te donner des refs, ça serait entre du Chrono Trigger et du Golden Sun, avec une petite couche d'exploration à la Zelda. C'était sympa, l'univers qu'on voyait. J'avais l'impression d'avoir un mélange d'Animal Crossing au niveau des petites animations, des petits, Ouais, on a des- personnages. On a des petits personnages très chibi, très kawaii, avec Ouais. des grosses têtes, des petits corps. Ça, c'est plutôt moi qui ai voulu ça. Et puis, pour les phases de dialogue, par contre, on a des personnages en grandes illustrations, comme la PLV qui est à côté ici. Ouais. On a le tour par tour. En fait, moi, j'étais matiné au vieux RPG Super NES, la Final Fantasy VI ou Chrono Oui, Trigger. C'est que on c'est le souvent des retrouve. persos avec ce genre de proportions. Voilà, j'ai sauté le pas et On a fait un mélange des deux et voilà. ça donne Maliki. Voilà. Et c'est l'univers qui t'a inspiré ça ou c'est vraiment toi, tes envies, parce que tu es fan de RPG? Est-ce que tu t'es pas dit à un moment donné, est-ce que Maliki peut être un jeu d'action, plateforme Maliki, c'est avant tout des histoires et un univers, un lore qui est assez riche. Et je me suis dit comment on pourrait faire découvrir ce lore à des gens qui ne connaissent absolument pas Maliki. Et du coup, le style de jeu s'est un peu imposé en mode RPG parce que c'est un peu le seul type de jeu où on peut vraiment raconter des histoires vraiment très profondes, très, très alambiquées. Et là, c'était l'occasion de réexpliquer tout de zéro en fait, de redécouvrir par une autre porte d'entrée qui allait à la fois surprendre les gens qui connaissent déjà, parce que ça se passe à un moment qui n'a jamais été traité dans les BD. D'accord. Avant ou après? Alors, Ah, faut pas le dire peut-être. comme on voyage dans le temps, c'est un peu tout le temps en fait. Mais le départ du jeu, ça se passe après Ok. l'univers actuel de Maliki. Ça se passe 10 ans dans le futur. Tout simplement une question encore. Sur quelle plateforme sera disponible Oui. Maliki? Alors on le, Si on a envie d'y jouer on maintenant. le développe principalement pour la Switch. Disons qu'on l'optimise à fond pour la Switch et elle sera aussi disponible sur PC et sur Steam. Où là on pourra pousser un petit peu plus les... Est-ce qu'on connaît perfs. plus ou moins une période Comment? Est-ce qu'on connaît plus ou moins une période de quand ça sortira? Alors ça va sortir en début d'année prochaine. Petite bêta, petite alpha? Alors en principe on devrait avoir une bêta là à la fin de l'année. Là en fait on est en train de produire la version bêta qui devrait être terminée pour la fin de l'été. Donc après on va avoir une phase de debug et de polish qui va peut-être durer un petit mois encore et on va ouvrir une bêta à tous les gens qui ont participé aux précommandes sur Kun Kun, parce qu'on avait fait une campagne de précommande. Et ensuite, si ça se passe bien, quand on aura corrigé l'essentiel des bugs, on va peut-être ouvrir un peu plus de monde et faire une démo sur Steam qui sera testable par tous. Et on a Ça, prévu de participer au Steam Fest de début d'année prochaine et de sortir le jeu dans la foulée juste après. Ça, Tant c'est qu'on pas parle mal. du jeu, est-ce qu'on pourrait pas passer des vidéos exclusives de Bien sûr. gameplay? On peut peut-être regarder le trailer. Ah oui, On oui, peut on a regarder ça dans le les trailer vidéos. pour On a ça, poser c'est l'ambiance. c'est dans le dossier vidéo. On a bien travaillé avec Tinaria. Du coup, pendant qu'on est en train de rechercher ça, ça se passe comment du coup la prod? Alors, on en a un peu parlé en off. Donc c'est Ankama qui est un peu derrière le jeu, enfin en tout cas qui t'accompagne. Ça se Ouais. passe comment de travailler avec Ankama quand justement on a son studio vraiment indépendant quoi?
En fait, ça se passe qu'ils sont tellement occupés sur tous leurs univers et tous leurs projets que en fait, ils ne s'occupent pas tellement de regarder ce qu'on fait. De temps en temps, ils vérifient que tout est sur les rails. D'accord. Et le reste du temps, on est un peu tranquille tant qu'on respecte les délais et le budget. Ils ne sont pas du tout intrusifs. On a pu vraiment faire tout ce qu'on voulait sans aucune directive extérieure en fait. On est vraiment pour le coup 100% indépendant sur toute la création. Là, vous voyez les images sur les écrans, voilà, du trailer. Et vous allez voir du gameplay pas longtemps après. Donc voilà. Alors pour le coup, on est dans une industrie du jeu vidéo qui commence à favoriser ce qu'on appelle les IP, c'est-à-dire les franchises, cette capacité pour un jeu à aussi se décliner en bande dessinée, ce que tu as très bien fait. Peut-être, donc sûrement en jeu vidéo, est-ce que ça augure d'une série télé Maliki ou pas ? Est-ce que ça existe peut-être déjà ? Attention. Non, la série, elle n'existe pas. Elle a juste un générique que j'ai fait. C'est le générique de la série qui n'existe pas. D'accord. Donc il y a un générique d'1 minute 30 animé, mais c'est tout. Et c'était pour un projet de série télé ? C'est un teaser de ce qui va peut-être se passer après la sortie du jeu ? C'était principalement pour se faire plaisir. Ouais. Parce qu'on avait fait une campagne de financement pour un blog qui s'était très bien passé. Et puis on avait fait plus que prévu. Donc on a décidé de faire bosser un studio sur un générique vraiment pour se faire plaisir. Et oui, effectivement, si ça a pu décider des gens à nous proposer une série, c'était un peu le but aussi. On a eu des touches en série plusieurs fois, on avait même eu une proposition assez sérieuse, mais ce qui s'est passé, c'est que quand on a eu cette proposition très sérieuse, on a eu l'opportunité du jeu vidéo. Et il a fallu choisir, et j'ai choisi le jeu vidéo. Parce que là, ça fait très série télé, ce qu'on voit. Oui. Et en plus, dans le type de ce que fait Ankama sur Dofus ou Wakfu, quoi. Mais j'adore l'animation. Alors ça, on l'a fait vraiment en interne au studio. C'est que de l'autoprod aussi. C'est pas un studio externe en animation, tout dans le studio. On a travaillé avec 2 animateurs qu'on a recrutés en interne, en presta, quoi, et avec qui j'ai travaillé d'arrache-pied sur ce truc. Et donc là, en fait, comme au moment où on a lancé la campagne de précommande, on n'avait pas encore beaucoup de gameplay à montrer. C'était intéressant d'avoir un petit peu d'anime, ne serait-ce que pour poser l'univers, l'ambiance, et essayer de donner une idée aux gens de à quoi ça allait ressembler. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il y aura ce type d'animation ou pas, sans spoiler ? Alors non, parce que c'est beaucoup trop cher. Ok. Mais une bonne partie en fait de ce que j'ai storyboardé pour ce trailer, je l'ai storyboardé en me disant ça on pourra l'utiliser pendant une invoque, ça on pourra l'utiliser quand les persos font un combo. Par exemple quand on voit les persos qui apparaissent avec des speedlines ou des trucs comme ça va être très utile dans le jeu. Et quand les persos font des attaques du haut par exemple, on va voir des petites séquences d'anime comme ça, mais c'est de temps en temps quoi. Okay. Après, le reste du temps, on va faire pas mal d'illustrations. Parce qu'on ne se refait pas, j'ai envie de mettre des illustrations partout. Donc pendant la narration, il y a des petites illustrations inédites qui illustrent ce que les personnages racontent. Ouais. En termes de production, c'est ton premier jeu vidéo. Est-ce que tu peux nous communiquer ou partager avec nous les bonnes anecdotes, les surprises, les trucs où tu te dis wow, c'est trop bien de faire du jeu vidéo. Il y a des trucs qui sont vraiment chouettes et des trucs auxquels tu t'attendais pas dans la production d'un jeu vidéo où tu te dis c'est un petit peu relou ça quand même. Ouais, c'est tout ça à la fois en fait. C'est à la fois génial et l'enfer sur Terre. On voit des pauses, ouais. Là, ce que Tinaria va vous montrer, c'est des pauses de personnages bouclés. Ça permet notamment de faire les séquences de dialogue, ce genre de choses. Voilà, c'est de la 2D découpée en mode pantin et animée avec un outil qui s'appelle Spine, qui est géré directement par Unity. Ça nous permet de faire des dialogues un peu à la volée comme ça, facilement. On en a pour plusieurs personnages principaux. Et donc alors, la plus belle surprise en faisant du jeu vidéo la plus belle surprise, c'est vraiment quand tu vois les premiers visuels arriver et que tu commences à déplacer ton personnage sur la map. Là, tu te dis, ouais, ok, ça y est, c'est réel, en fait, ça bouge. Les pires surprises, c'est un peu tous les jours, en fait. Tous les jours, il y a des incendies à éteindre. Mais c'est surtout au début, il y a pas mal d'errance au début parce qu'il a quand même fallu qu'on crée la charte graphique, qu'on itère beaucoup pour savoir exactement ce qu'on voulait. Et des fois c'est un peu décourageant parce que c'est un pas en arrière pour un pas en avant. Pour te dire, au début on se prenait la tête sur les brins d'herbe. Ouais. Genre à quoi elle va ressembler l'herbe. Et merde, j'avais pas pensé à ça. Donc tu tapes des concepts de brins d'herbe. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? De l'herbe, c'est de l'herbe. Et en fait non, l'herbe ça a été un sujet pendant un mois.
un bon mois pour essayer de trouver une herbe qu'on peut animer, qui ne fasse pas ramer complètement la Switch, qui soit agréable à regarder. En fait, ça, les shaders d'eau, enfin, tout ce qui est un peu environnemental, finalement, le sol, la terre, à quoi ressemble la terre, c'est des trucs que tu vas voir dans quasiment toute la surface du jeu tout le temps. Et donc, en fait, c'est hyper important, alors qu'on s'est dit on va le faire vite fait. Mais non, c'était ça qui était très long, plus que les bâtiments ou les personnages. Alors pour ajouter un peu à ce que tu dis, il faut savoir une chose, c'est que la Switch, alors c'est une très très bonne console, mais c'est pas une console très puissante, surtout quand en face vous avez une PS5 ou un PC. Et en gros, quand vous travaillez sur un moteur de jeu, bah tiens, on en parlera. Sur quel moteur de jeu vous travaillez ? On est sur Unity. Ah bah en plus, tu en as parlé pour les animations. Ouais. Faut savoir une chose, c'est que la Switch, en fait, dans les moteurs de rendu, c'est le plus bas possible quasiment. On n'est pas loin d'un téléphone mobile. Et effectivement, après, il y a les shaders, c'est-à-dire les rendus graphiques, qui eux sont faits vraiment pour de la PS5 et du PC. Et là, on passe sur des trucs très haut de gamme. Mais la Switch est plutôt arrangée côté mobile. Donc du coup, on aura une version Switch portable et qui tournera bien, et puis on aura la version PC vraiment avec tous les effets, ou ça restera à peu près pareil en termes de prod ? Ça va rester à peu près pareil, parce que le but, c'est pas de faire deux versions différentes. D'accord. Et en fait, les limitations de la Switch ont vachement orienté le design aussi. Par exemple, on a pris une décision assez radicale en cours de prod, enfin dès le début de la prod même, c'est pas de transparence. D'accord. Parce que la Switch gère très mal les dégradés et les transparences. D'accord. Donc on s'est dit, par exemple les brins d'herbe, ils sont en cut-out, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pixels semi-transparents sur les bords, c'est que des pixels 100% opaques. Et finalement, ça a changé pas mal notre DA, parce qu'on était parti à faire des petites fioritures, des machins dans tous les sens. Et on s'est rendu compte que ça rendait encore plus lisible et mieux de cette façon. Donc sur PC, on pourra certainement pousser un peu les effets, notamment les FX. Les particules, tous ces trucs-là, mais le rendu visuel ne devrait pas être radicalement différent. La résolution sera meilleure, ça c'est sûr, mais c'est tout quoi. Ok. On peut peut-être lancer une séquence de gameplay, parce qu'il nous reste 5 minutes. Alors je précise que les séquences qu'on va voir, c'est de l'alpha. Alors attends, montre-nous, parce que du coup, on a laquelle tu veux qu'on regarde. Alors voilà, c'est dans le dossier gameplay. Alors c'est exclusif, hein, ce que vous voyez, c'est la première fois qu'on voit du gameplay comme ça, capturé en live. Avec quelques cutscenes animées déjà. Et donc, tout ça, ça tourne sur Unity. Ça tourne sur Unity, et là, ça tourne sur Switch, sans problème. Tout est optimisé pour la Switch. Et donc, comme je disais, c'est de l'alpha, c'est-à-dire que pour l'instant, on peut faire le jeu de bout en bout. Il est complet. En revanche, à des endroits où il devait y avoir une maison, par exemple, il y a un gros carré vert. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle les placeholders, c'est tout ce qu'on a mis en attendant d'avoir le temps de faire les assets définitifs. La priorité, c'était que tous les systèmes de jeu soient en place, que tout le déroulé du jeu fonctionne, que toutes les quêtes soient mises. Et ensuite, là, on est sur la phase de fin de production et de polish et de debug. Donc là, ce que vous voyez, c'est pas encore le rendu tout à fait final. Il y a des choses qui vont être peaufinées, polies, mais ça se rapproche énormément de ce qu'on va avoir. En tout cas, ça donne envie. Moi, j'aime beaucoup parce qu'on reconnaît la trace d'Ankama dans les animations de personnages, les émotions qui dégagent, ça rappelle Ankama. Ouais, alors je pense que déjà mon style est vachement inspiré d'Ankama, enfin inspiré. Donc il a été maturé à Ankama, donc forcément j'ai pris un petit peu le pli. Et sur les animes Spine, c'est un animateur qui a bossé chez Ankama qui les a fait. Ah bah. Donc je pense qu'on reconnaît un petit peu le style 2D de Wakfu. Et par contre, sur les animes de personnages, c'est un animateur 3D qui nous les fait, et qui n'a rien à voir avec Ankama. Et on a des animes qui sont assez quali sur les personnages. Elles ne sont pas toutes implémentées encore, mais elles commencent à arriver. Là, le monstre qu'on voit, qui est un espèce de pêcheur poisonnifié, parce que c'est vrai que j'ai même pas raconté l'histoire du jeu, mais en fait... c'est ce que j'allais te demander, ton rôle, donc c'est scénariste, oui, bien sûr, Chara Design et tout ça. C'est ça, moi j'ai écrit tout le déroulé du jeu, j'écris tous les dialogues aussi. Enfin, une bonne partie des dialogues, j'ai deux GD qui m'aident sur les écritures. Et donc le pitch du jeu, c'est que une créature qui s'appelle Poison, qui est une espèce de créature végétale, un peu à la monstroplante, a parasité la Terre tout entière, l'humanité. Je crois qu'il faut resituer les monstroplantes. C'est bon pour vous, les monstroplantes ? Jay, c'est les concurrents de la lumière, voilà, je resitue. En gros, c'est un monstre végétal qui prend le contrôle des gens, des objets, de un peu tout ce qui l'entoure, de toutes les formes de vie qui l'entourent, et qui a donc parasité non seulement la planète, mais qui a parasité le continuum espace-temps.
C'est-à-dire D'accord. qu'il D'où est- cette histoire de voyage dans le temps. Voilà, et en fait, la créature essaye de modifier l'histoire à différents moments du continuum. Et notre but, c'est d'aller l'empêcher de modifier ces choses-là. Et en attendant, on est prisonnier d'un endroit qui s'appelle le domaine, qui est un genre de hub dans lequel on prépare nos expéditions et dans lequel on est protégé de la causalité, on est hors du temps. Donc tant qu'on ne sort pas de cet endroit, Poison ne peut pas nous atteindre. Donc on a une safe place où on peut vraiment se préparer à l'aventure, faire un peu de farming, faire un petit peu de craft. Et puis quand on est prêt, on va à une époque où se trouve Poison, on essaye de nettoyer, purifier complètement cette époque, D'accord. de restaurer le nœud de causalité auquel il s'est attaqué. Et ensuite, on peut avancer comme ça, mais on ne sait jamais où on va atterrir en fait. Quand on passe un portail, on ne sait pas à quelle époque on va se trouver et qu'est-ce qu'on va trouver. Donc on découvre peu à peu les dessins du monstre, qu'est-ce qu'il a envie de faire, pourquoi, quel est le rôle de Maliki dans tout ça, pourquoi c'est elle qui se retrouve au cœur de cette histoire. Et donc, ça fait le lien avec l'univers que tu as déjà créé en Et BD. donc ça fait le lien avec à peu près tout le lore Maliki, D'accord. sauf que du coup tout est réexpliqué, tout est redécouvert sous un angle différent et qu'il n'y a absolument pas besoin du coup de connaître la licence pour rentrer dedans. Ah, c'est ce que j'allais te demander. Le jeu est avant tout fait pour faire découvrir la licence ou pour faire plaisir aux fans? Alors c'est pas du tout un fan game, c'est le truc c'est pas du tout un jeu pour les fans, Ouais. c'est vraiment, moi ce que je voulais justement c'est que les fans soient un petit peu désarçonnés, en mode tiens c'est pas les persos tels que je les connais, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi... Rendez-moi Maliki. Ouais c'est ça, mon but c'était pas de leur donner ce qu'ils voulaient, c'était plus de les surprendre. Et moi j'ai vraiment pensé ce jeu pour les gens qui ne le connaissent absolument pas, pour les faire rentrer dans l'univers. Bah voilà, tu vois quand je parle de placeholder, là je vois des grosses boîtes vertes. Ah oui. Ah bah voilà. Voilà, ça c'est Effectivement. des bloqueurs qu'on met temporairement. Bah Comme là, ça, vous savez ce que c'est maintenant un placeholder. Donc c'est un élément non définitif, voilà, qui a cette forme de cube vert. Mais vous inquiétez pas, bien sûr, à la place, il y aura un élément, un asset. Il y aura un élément définitif quand vous achèterez le jeu. Alors là, ce que vous venez de voir, en fait, c'est le personnage qui s'appelle Sand, qui est le personnage principal du jeu, qui est un nouveau personnage dans l'univers Maliki, qui vient d'utiliser son chronopack. Donc le chronopack, c'est ce qui nous permet de voyager dans le temps, c'est ce qu'il a sur le dos. Et en fait, avec ce chronopack, on peut faire avancer les objets ou les gens dans le futur ou dans le passé. Donc on peut manipuler le temps un petit peu comme dans Breath of the Wild, tu sais, tu as cette fonction qui permet de faire bouger les objets dans le temps. Donc là, par exemple, si tu avais une barque qui était en mouvement au moment où... Ah bah là, on le voit, là, justement. Ouais. Elle peut déplacer donc tu peux les la faire éléments. avancer, reculer. Ouais. Et justement, est-ce qu'on incarne un seul personnage de ce fait? Toujours le même? Alors en fait, ça c'est un personnage qui représente le groupe de 4 personnages. D'accord. Et on peut switcher d'un personnage à l'autre. Chaque personnage a une capacité spéciale. Sand utilise le chronopack, mais on peut switcher avec Becky par exemple qui peut lancer sa fourche de très loin pour atteindre par exemple des interrupteurs qui se trouvent hors de portée. D'accord. Il y a Fang qui possède un pistolet à intrication quantique. C'est-à-dire qu'elle peut s'intriquer avec un objet lointain et quand elle se déplace, l'objet se déplace aussi. D'accord. Très pratique pour dégager des chemins, mettre des choses sur des interrupteurs. C'est la petite composante Golden Sun dont je parlais tout à l'heure en fait. Oui. Chaque personnage a un petit peu sa spécificité. Et on a un 4e personnage qui s'appelle Fenimal, qui est une petite fée de la nature, qui elle peut faire pousser des lianes pour relier différents éléments entre eux. Elle peut hacker un petit peu les monstres de poison pour en prendre le contrôle et modifier son environnement. Donc comme ça, on peut se frayer un chemin dans les niveaux, à travers les niveaux. D'accord. Avec des petits puzzles, c'est pas des puzzles prises de tête, mais c'est des petits puzzles sympas qui apportent un petit peu de réflexion, on va dire. Ouais. Bon, Il y a beaucoup de blocs verts. Hein. je me fais un peu le gardien du temps. On aimerait passer beaucoup de temps avec toi pour continuer à parler du jeu, mais on doit passer à la suite. Ça marche. En tout cas, merci Ouais. beaucoup pour ce Merci temps à passé, vous. ce temps privilégié Avec- passé avec nous. Avec plaisir. Et on te retrouve où au Japan Tour? On peut discuter avec toi où? On peut faire dédicacer et acheter Ouais, tes c'est albums ça. où? Donc dans le hall B, je crois que c'est le C'est- stand 243. Et c'est là-bas, c'est d'ailleurs là où on a kidnappé Maliki. Voilà. Donc voilà, c'est va pas la très loin, ramener chez c'est elle. là-bas. Voilà. Et Bah, concernant merci le beaucoup. jeu, Bah, merci. concernant le jeu, on peut le wishlist directement. Alors j'encourage préparer. vivement à wishlist le jeu sur Steam, effectivement. Plus Allez-y, on en c'est aura, important. Et mieux ce sera, c'est très important, c'est même vital maintenant pour les jeux indés. Oui, oui, oui. Il faut arriver au moins à 7000 wishlists. Là, on en est à peu près à 5005, 6000. Donc, on n'est D'accord. pas loin. On n'est pas loin d'être visible dans les algos. Mais plus on sera haut, et mieux ce sera. Eh ben parfait. Donc n'hésitez pas à aller wishlister le jeu, c'est-à-dire que vous allez sur Steam,
et vous dites le jeu me plaît, je vais sûrement l'acheter. Voilà, Ajoutez ça à la n'engage liste à rien, aussi, c'est juste n'hésitez un pas. like, hein, c'est juste Voilà. un cœur, mais Bah oui, ça, oui. ça aide énormément le studio. Ouais. Et quand le jeu sort, en plus, en général, vous pouvez bénéficier de la sortie, un lancement un peu spécial ou peut-être autre chose. Voilà. Bah, merci Tout à beaucoup. fait. Merci, Merci à à vous. Merci toi. Souillon, à très Merci. bientôt. Merci. Et on reçoit le développeur suivant. Oui. Est-ce que, bah, du coup, tu peux ramener voilà, Maliki. On reprend Maliki. Tu peux nous la laisser, si tu veux. Moi, je te la ramène après, comme tu veux. Bah, laisse-la là, écoute, elle est très bien. Le développeur suivant, c'est... Ah, j'ai le papier. On l'a J'ai pas. le papier, ou je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus. Je sais plus. Je crois que c'est Fun Included, Fun Included. le suivant. Ah bah non, tu as la liste de... Tu as l'ordre de passage. Ah, Sur les dossiers, j'ai mis des numéros. Donc Maliki était le premier, et donc la suite c'est... Shadow of the Guild, donc Guild Ah Studio. bah ouais, bah alors là c'est Qui est- du jeu à l'aveugle, donc du coup je vais déménager, je vais venir à côté de toi. Hop, Viens donc, viens donc. hop. Oui, parce que normalement les développeurs devaient être là, mais il y a eu un petit empêchement, donc... Parce qu'ils travaillent sur un nouveau projet, mais on en parlera après. Là, on teste le jeu qu'ils vont présenter sur le Japan Tour et auquel vous pourrez jouer. Mais à partir de demain, je crois que vous pourrez poser les mains sur le nouveau jeu. Donc, on va tester à l'aveugle. Voilà, Shadow of the Guild. Alors, pour te faire un peu l'histoire, ils présentent le jeu depuis 2 ans au Japan Tour et sur différents festivals. D'accord. C'est le studio Guild Studio, donc, et donc leur jeu Shadow of the Guild. Là, le but, c'est de faire une petite découverte. De voir un peu, de jouer au jeu, de nous donner tes impressions. Et puis, c'est un univers étendu, un peu comme Maliki, ils ont écrit un roman. Et vous allez voir, c'est un type de jeu un peu à la Prince of Persia, très sympa, avec une animation faite à la main. C'est vraiment des artisans du jeu vidéo. Ils sont de la région, ils sont adhérents de Pixel Players, on pourra en parler justement. Ok. Je te propose de lancer le jeu, si Il tu n'y a veux pas bien. de souci. Il est sur mon compte, sur le compte Steam normalement. Si on a laissé la page du compte Steam, va tout en bas. Faut relancer Steam au cas où. Faut peut-être que je me reconnecte. Du coup, le temps que tu lances ça, je regarde juste s'il se reconnecte. On va peut-être parler un peu de Pixel Players. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un cluster jeux vidéo? Pas du tout. Alors, en fait, c'est des associations en France qui structurent un peu l'industrie du jeu vidéo. Notamment, il y a eu un gros événement il n'y a pas longtemps qui s'appelle le Game Camp. C'est organisé par le cluster du Nord, D'accord. Game In. Et le cluster de la région Val-de-Loire, Centre Val-de-Loire, c'est Pixel Players qui est là. Et d'ailleurs, 100% des jeux qui sont ici, c'est Pixel Players qui présentent des jeux. C'est des jeux adhérents au D'accord. cluster Pixel Players. Et en fait, Pixel Players est un peu là pour mettre en avant donc, ces jeux vidéo développés en région Centre Val-de-Loire. Et qui permet à ces développeurs d'être là aujourd'hui et tout ça, et qui leur propose aussi plein d'opportunités et qui les aide pendant la production de leurs jeux. Voilà, Et ça, c'est beau. c'est ça. Et donc Shadow of the Guild est un fait jeu, partie. ils sont adhérents, ouais, Pixel Players. Et par exemple, à Bordeaux, c'est So Games, Sud-Ouest Games. D'accord. Dans le nord, donc c'est Game in North. Dans l'est, c'est East Game. Dans l'ouest, c'est Atlant Games pour Atlantic Games. Voilà, et chaque région a son cluster, son association régionale. Ok, Voilà. super. C'est presque comme un syndicat. Alors regarde dans bibliothèque et normalement il y a une collection. Voilà. Hop, parfait. Allez, c'est parti. Alors, c'est quelle manette? La une, la deux Ah, je sais pas la manette. On prend au hasard. On verra bien. Appuie. Ouais, c'est peut-être la première qui est J'ai appuyé détectée. au hasard. Bravo. Impeccable. Quel talent. Alors donc effectivement, pour le coup, la Guilde des Marchands, donc c'est un univers qui a été développé par le studio Guilde Studio. C'est Robin Buisson, qui est donc l'auteur du jeu. Et donc il a développé tout un lore, tout un univers autour du jeu. Parce qu'on en parlait un tout petit peu tout à l'heure avec Maliki. Aujourd'hui, ce qui fonctionne bien, c'est les franchises. Oui. Où tu as une BD, un bouquin, une série télé et un jeu vidéo. Et eux, pour le coup, ils ont étendu l'univers avec un roman. Voilà, qui vont présenter sûrement demain. Ils seront là demain, donc vous pourrez les rencontrer demain. Et puis voilà, écoute, je te laisse découvrir le Il y a pas de jeu souci. et nous faire un retour. Alors, j'ai pas suivi le début du lore, mais c'est pas grave. Ah, c'est bien, c'est une découverte à l'aveugle. Oui, voilà. Donc on incarne Yaran Malak.
Donc voilà, on te raconte sympa. l'histoire. C'est sympa. C'est parti. Et vous voyez, tout est dessiné un peu à la main, animé à la main. C'est le son du jeu qu'on entend? Je crois, Non, oui. Ah non, Il y a peut-être une répétition de tambour dehors, je sais pas. on ne sait pas. Donc le jeu sera à découvrir avec les développeurs à partir de demain. Ils Demain, seront ils là. seront sur place. Voilà. Et peut-être leur nouveau projet, mais on n'a pas le droit d'en parler. Il n'y a que eux qui peuvent en parler. Donc si demain ils décident de vous Demain, le ils vont présenter, peut-être, voilà. Et juste un nom de code, c'est Cal. C'est tout. Tout Oui. ce qu'on sait. On Donc reconnaît voilà. un petit peu l'univers Prince of Persia. Ouais. Toi, t'aimes bien les jeux narratifs, un peu comme ça, narratif platformer. Pas forcément platformer, D'accord. mais narratif, j'aime bien. J'aime Narratif avec des choix multiples et tout Oui. ça. Oui, Ok. oui. Bon là, c'est vraiment inspiré par Prince of Persia. Tu vas voir. C'est vraiment le style de jeu. On est sur de la plateforme. Il y a un petit peu de combat. Il y a des énigmes. Ok. Bon, tu peux peut-être passer le dialogue. On va se prendre 5 minutes pour Si ça tester veut le bien, jeu. ok. Et puis après, on passera au La suivant. manette ne fonctionne plus. Ah, Elle fonctionne. Ah. c'est celle-là l'autre qui manette. fonctionne. C'est l'autre manette. Donc voilà, c'est du narratif platformer. Donc tu as beaucoup de dialogues. Tout est animé à la main. Voilà. Monsieur Martin, grand streamer dans l'univers de Shadow of the Guild. J'aime beaucoup les petites références à l'équipe comme ça. Ok. Sympa. Donc voilà, platformer, beaucoup d'action, il y a du combat. Ok. Allez, c'est parti. Alors je suis comme toi, hein, je découvre le jeu à l'aveugle, je le vois tourner depuis très longtemps au Japan Tour Festival, mais j'ai pas pris le temps de poser les mains dessus pour le tester. Donc pour vous raconter un peu l'histoire de Guild Studio, c'est un peu l'histoire des studios indépendants qui sont là sur le Japan Tour Festival. Ce sont deux petites équipes avec en général 3-4 personnes. Il y a un développeur, un graphiste, un musicien. Des fois, ils intervertissent les rôles ou en tout cas, ils ont plusieurs casquettes. Et donc Robin, lui, c'est un peu l'instigateur de tout cet univers. Et puis là, il passe à un autre univers qui vous présenteront peut-être pendant le week-end. Donc on est un peu, c'est vrai, ambiance Prince of Persia pour le coup. Tout animé à la main. Ça se sent. Mais c'est très fluide Ouais. le fait que. J'aime beaucoup. Avec un gameplay 2D. Donc ils ont dû mettre à peu près 2-3 ans à développer le jeu. Là, ils sont vraiment... c'est la fin de vie du jeu. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment... Ils ont sorti le jeu. Le jeu est sorti il y a une petite année. Et maintenant, là, c'est à vous de faire le reste du travail. Et d'aller aussi sur Steam découvrir ça, Shadow of the Guild. Si vous aimez les platformers, les trucs à la Prince of Persia, ça va vous plaire. Voilà. Est-ce qu'il y a la difficulté de Prince of Persia ou pas du Ah, tout? ça, je sais pas. Un petit tutoriel en même temps qu'on joue. Hop. Prise en main, comment fluide Très fluide. Très fluide. Oui, oui. Pour l'instant, c'est assez simple. Ah, Je n'ai pas regardé l'écran. donc le jeu est simple, boum, allez hop, on se prend des pics. Tout va bien. J'ai pas vu. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Ah, il y a des combos à prendre. Hop. Donc c'est le début du jeu, hein. Vous apprenez à jouer, on vous donne les commandes. Ah, le coup puissant, ça ressemble un peu à God of War vu de loin. Avec le Oui. petit coup, le grand coup. Alors. L2, c'est quoi? Ah, c'est l'attaque spéciale. Ok. Ah oui, ça charge notre arme en haut. Et après, on peut utiliser la compétence. Hop. Alors, C'est bien, là, vous le découvrez en avant-première. Si c'est votre premier Japan Tour et que vous ne connaissez pas Shadow of the Guild, on vous fait découvrir et demain, vous pourrez y jouer. Et peut-être au nouveau projet du studio. donc on peut utiliser les éléments de décor comme une arme. Hein. D'accord, ok. Le décor est important pour le gameplay, visiblement. J'ai pas vu. Ok. Alors c'est quoi, gauche-droite? Ah, c'est Ça. peut-être pour sélectionner Et l'arme. on a- Ok.
Donc le joystick pour les déplacements et la croix directionnelle pour la sélection des armes. Bah, c'est vrai qu'il y a un côté très Prince of Persia quand même. Oui. On escalade, la ville fait très, très orientale, un petit peu comme Prince of Persia. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, Ah, tu as un combo, ouais. voilà. Carré X. Ah Bon, oui, allez, on se déplace. On D'accord. s'accorde encore 2 minutes, comme Oui, ça, y a de pas de découverte souci. un peu à l'aveugle. Normalement, on aurait dû avoir les développeurs. Bah, du coup, on le fait. Voilà. Découverte. Comme nous, c'est pareil que vous. On découvre tout de zéro. Oh là, il y a On nous donne des, la liste des combos. Oui, c'est God of War, en fait. Alors, il y a 5 fois, 6 fois, fois. non, 5 fois carré. Ah non, c'est 6 fois carré, 2 fois carré et 2 fois Ah bah. triangle. Je n'ai plus l'élément. Donc, Et si demain vous voulez discuter un peu de l'univers de Shadow of the Guild, il y aura Robin et son équipe. Là, ils avaient un rendez-vous important avec le studio. est-ce qu'ils pourraient éventuellement le tester eux-mêmes Oui, bien sûr, les jeux bien sûr. Le jeu sera en test à partir de demain. Voilà, c'est un des studios adhérents de Pixel Players. Et en général, avec Pixel Players, on les a sur d'autres festivals aussi. Donc, c'est un jeu qu'on a déjà vu par ailleurs, notamment à Paris il n'y a pas longtemps. Et ils ont gagné un prix d'ailleurs sur le Paris Fan Festival, le meilleur espoir du jeu vidéo indépendant. Il y avait 16 studios et ils ont gagné quand même le 2e prix, ce qui était plutôt pas mal. En tout cas, le jeu avait beaucoup plu. Il y a une petite année sur Paris, voilà. Ils ont gagné le prix, prix espoir du Paris Fan Festival, voilà. Et d'ailleurs, les premiers, c'était Supercube, qu'on va avoir tout à l'heure. Ça va être l'avant-dernier jeu à tester. D'accord, et on peut se servir de ses pouvoirs aussi pour interagir de ce fait. Et là, c'est quoi là? C'est un puzzle. Oui, on devait utiliser notre compétence pour pouvoir activer le D'accord, puzzle ok. justement. Donc imaginez que ce jeu, il a été fait en 2 ans par une équipe assez restreinte, quoi. C'est un studio indé de la région, donc ils sont 3-4. Hop. Allez, après la cinématique, ce que je te propose, c'est de passer au jeu suivant. Oui, pas de Voilà, souci. là, on a un peu découvert le jeu. Voilà, c'est vrai qu'il y a une patte comme ça, très animation, très BD, tout fait à la main. C'est vrai. Un monde oriental, mais aussi futuriste. Hein. Oui. C'est Comment t'as dit, monde oriental? Et un petit peu futuriste, le fait qu'il y ait des Futuriste, vaisseaux. ouais. Et bah parfait. C'est parfait. Bon, on va s'arrêter là. Ben Super. Donc voilà, Pourquoi vous pas. découvrez le jeu avec les auteurs demain et peut-être une petite surprise, découverte de leur nouveau projet. Voilà. Oui, on n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus. Voilà. Allez, la suite, c'est avec. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est Fun Included. Ah, Fun Included. On les a vus tout à l'heure en podcast. C'est vrai. C'est du solo dev. Par contre, je pense qu'il a oublié. Ah, bah super. On a les amis de Creart Studio qui passeront à la fin, qui vont chercher donc notre ami de Fun Included. Alors, pour faire l'introduction, parce qu'on le connaît un tout petit peu, Oui, il est solo dev. exactement. Il travaille seul. Travaille seul, voilà, sur son jeu. Ce que je te propose, c'est peut-être de mettre la bande-annonce en l'attendant dans les vidéos, voilà. On peut la mettre en boucle, comme ça on attend qu'il arrive. Moi, je vais reprendre ma place et il s'assiera entre nous. Voilà, hop. Ah, ça me fait penser à un petit film de science-fiction, le début. Le début, oui. Mais un tout petit film. L'univers est assez orienté. Enfin, on sent que le jeu est pour l'instant orienté vers un public plus d'enfants, d'ados. Oui, ouais. Plutôt que... Il en parlera mieux que nous, mais il nous a Oui. livré quelques indices tout à l'heure. Exactement. C'est un jeu en fait qu'il a fait avec ses enfants en tête, c'est-à-dire vraiment de faire un jeu qui pourrait plaire à ses enfants. Et le voilà, vous pouvez l'applaudir, c'est le développeur de Tiny Visitors. Applaudissez-le. Bienvenue.
Oui, tu t'assois là. Oh, oui, on t'a fait la place. Alors, je t'ai un peu chauffé le fauteuil. Voilà, ce n'est que de la chaleur. Allez, bienvenue à toi. On était en train de passer la bande-annonce. Écoute, ce que je te propose, c'est de te présenter, de parler un peu de toi, de ton parcours, pourquoi tu as lancé donc ce projet de jeu, pourquoi tu as décidé de créer du jeu vidéo et pourquoi Tiny Visitors. Raconte-nous tout. Et puis après, une fois qu'on aura terminé ça, on va lancer la partie, puis après ce sera le Tinaria qui reprendra la suite pour te poser des questions sur le jeu, les mécaniques de jeu et comment tu as créé tout ça et pourquoi le jeu est différent des autres jeux. D'accord. Bon, donc bonjour. N'hésite pas à parler bien fort dans le micro. Faut manger le micro. Donc moi c'est Johnny, je suis le créateur de Fun Included, le studio qui développe Tiny Visitors. Tout est parti en fait de quand j'étais enfant, adolescent, où j'adorais jouer aux jeux vidéo. Je suis tombé très tôt dans les jeux vidéo et ça a toujours été un rêve de créer un jeu vidéo, sauf qu'à l'époque c'était quelque chose qui était difficilement accessible, surtout en France. Il y avait très peu de studios, il y avait très peu de personnes qui... Tu peux nous donner ta tranche d'âge, ça permettrait de situer un peu l'époque justement J'ai 40 ans, donc je suis né dans les années 80 et j'ai grandi dans les années 90 et 2000. Donc j'ai vraiment connu l'explosion du jeu vidéo à cette époque-là. J'ai tout de suite été un gros joueur parce que j'adorais vivre des aventures dans des univers complètement différents à chaque fois. Et comme je disais, le problème c'est qu'à l'époque c'était difficile de vivre de ce métier-là. Donc j'ai fait un choix plus pragmatique et je suis devenu développeur, mais côté application et site web. Et puis les années passant, au bout d'un moment, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait une petite crise de la quarantaine anticipée et je me suis posé une vraie question de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans la vie. Et m'est revenu en tête ce rêve de gosse un petit peu de créer des jeux vidéo. Et je me suis dit, mais en fait maintenant tu commences à avoir pas mal de capacités en tant que développeur, donc pourquoi pas te lancer. Et c'est tombé au bon moment, j'ai eu les astres qui se sont bien alignés et je me suis dit, allez, je me lance comme ça, j'aurais pas de regret de ne pas l'avoir fait, quoi. Oui, c'est vrai que pour resituer un peu ce que tu disais, dans les années 90, fin des années 80, milieu des années 90, il n'y a quasiment pas d'école de jeux vidéo en France. Non, c'est vraiment pas du tout. C'est vraiment des autodidactes, des gens qui apprennent. Et il faut attendre le début des années 2000 pour avoir Isart, Lengemin, Rubica qui arrivent. Et là, vous vivez dans une période incroyable quand même. C'est qu'aujourd'hui, quand on veut faire du jeu vidéo, il y a de quoi se former à la fois de l'école publique comme Lengemin et puis après des écoles privées comme Isart ou Rubica. Et puis il faut voir aussi qu'à l'époque il y avait 3 studios en France. Il y avait Ubisoft qui commençait tout juste, il y avait Infogrames, il y en avait quelques autres, mais c'était très très limité en France. Et puis surtout à l'époque il n'y avait pas le dématérialisé, ce qui fait qu'en indépendant c'était monstrueusement difficile de sortir un jeu parce qu'il fallait le faire presser sur disquette, sur cartouche, sur CD et que c'était des budgets qui n'étaient pas du tout envisageables pour des indépendants, quoi. Aujourd'hui c'est plus facile de faire un jeu et de le distribuer ? Ah oui, parce qu'avec le dématérialisé comme Steam, il n'y a pas toute la phase de distribution. Alors la difficulté ça va être de faire connaître son jeu, mais voilà, n'importe qui avec un minimum de connaissances en développement et en design peut faire un petit jeu, le mettre sur Steam, il y a un ticket d'entrée d'une centaine d'euros et voilà, le jeu peut être distribué et dans le monde entier d'un seul coup, quoi. Et ça a été un gros bouleversement pour la scène indé, parce que ça a facilité énormément la diffusion des titres indés. Rendez-vous compte qu'à une certaine époque, sans jouer les vieux cons, on va dire, fallait aller dans un magasin pour aller acheter un jeu vidéo au format physique, comme tu disais, sur un CD, disquette même pour les plus anciens. C'est ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en 2 clics, on arrive sur Steam et on a près de 150 000 jeux, un catalogue de fou. Et même pour les développeurs, du coup, il faut appuyer sur un bouton et ça y est, le jeu est en vente. Oui, grossièrement, c'est ça. Il y a juste quelques champs à remplir pour la page du magasin et puis hop, c'est parti. Alors après, il y a la contrepartie qui va avec, c'est que c'est beaucoup plus difficile de se faire connaître et de se démarquer maintenant. On en parlera en podcast justement pendant le week-end, on aura l'occasion de revenir dessus. Allez, Tinaria, je te laisse prendre la main. Voilà, maintenant tu es avec Tinaria, celle qui te pose toutes les questions. Moi, je vous laisse. Donc, on parle de jeu et de gameplay. Pour commencer, qu'est-ce que le type de jeu de Tiny Visitors et à quel public il s'adresse particulièrement ? Alors, Tiny Visitors, je le définis en général comme un mélange entre un jeu de plateforme 3D et un escape game. L'idée c'est, donc rapidement pour expliquer le plot du jeu,
On joue une bande de robots extraterrestres dont le vaisseau s'écrase sur Terre, sauf qu'on se rend compte dès le début du jeu qu'on mesure que 5 cm de haut et que du coup on se retrouve enfermé dans un environnement immense et qu'il va falloir explorer de fond en comble pour réussir à s'échapper de cet endroit-là. D'accord, ok. Et pourquoi vouloir le faire en multi? Pourquoi pas qu'en solo finalement? Alors le jeu est jouable en solo, l'aventure sera intégralement faisable en solo, mais le jeu prend vraiment tout son sens et est beaucoup plus fun quand on est à plusieurs. Parce qu'il a aussi un petit côté un peu bac à sable où une bonne partie des objets peuvent être déplacés, on peut interagir avec, et du coup à plusieurs c'est là où les joueurs commencent à laisser exprimer un peu leur folie et à faire un petit peu n'importe quoi avec l'environnement du jeu qui est très permissif. Ok, mais j'aimerais savoir aussi d'où vient Tiny Visitors, pourquoi Tiny Visitors? Alors, comme je l'ai déjà expliqué, je suis père de 2 enfants et quand j'ai commencé à vouloir intéresser mes enfants aux jeux vidéo, j'avais un peu de mal à trouver des jeux qui soient à la fois safe pour des jeunes enfants et en même temps coopératifs. Je voulais éviter au début l'aspect compétitif du jeu vidéo avec mes enfants. Parce que sur les jeunes enfants, le stress d'un jeu vidéo compétitif, ça peut vraiment être difficile à vivre pour eux. Et le constat que j'ai fait, c'est que j'ai pas trouvé tant de jeux que ça qui avaient vraiment un aspect zen, sans contrainte de temps, sans compétition. Et vu que ça faisait un moment que j'avais envie de créer un jeu vidéo, je me suis dit pourquoi pas le créer moi-même. C'est comme ça que l'idée de Tiny Visitors a commencé. Et au fur et à mesure des protos, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose qui fonctionnait et que ça valait le coup d'exploiter l'idée et d'aller le plus loin possible, quoi. Ça me fait penser comme ça, pour vous interrompre 2 secondes, à Toy Commander en fait sur Dreamcast, le jeu de Frédéric Reynal où tu es comme ça dans des maisons, tu as un petit personnage et Toy Commander c'est des courses de jouets. Tu choisis soit un petit camion, soit un petit avion et tu es dans des décors un peu comme ça. De maisons et des décors du quotidien, quoi. Voilà. Ouais, on m'a aussi beaucoup sorti un vieux jeu sur PS1, Toy Story. Oui, aussi. Qui était un peu dans le même esprit. Mais j'aimerais savoir aussi, en dehors du mode histoire, étant donné qu'il y a de la coop, est-ce que vous avez proposé différents, on peut dire, pas d'activités, mais est-ce qu'il y a différentes, en dehors du mode histoire? Alors, je trouve plus les mots. Le mode histoire est là vraiment parce que j'avais envie aussi de raconter une histoire, l'histoire de ces petits robots qui se perdent dans une maison. Mais au-delà du mode histoire, déjà la maison est truffée de mini-jeux. Il y a des petits mini-jeux un peu partout, certains coopératifs, certains plutôt compétitifs justement, genre des courses ou des passages plateformes ou des choses comme ça. Mais toujours avec le côté où on perd jamais vraiment. Les robots sont indestructibles, il n'y a pas de mort, il n'y a rien de tout ça. Ça reste toujours très léger et très rigolo, quoi. Donc on ne peut pas du tout mourir dans le jeu finalement. C'est plus pour permettre aux gens, parce que le jeu des fois, vu qu'il s'agit beaucoup d'exploration de la maison, d'aller fouiller les moindres recoins pour trouver les objets dont on a besoin, il y a des moments où on peut se lasser un petit peu parce qu'on ne trouve pas ce qu'on cherche. Et là, l'idée, c'est d'avoir des petits mini-jeux qui permettent de faire un petit break, une petite pause, avec quelque chose d'un peu différent pendant 5-10 minutes. Et hop, on peut reprendre l'exploration par la suite, quoi. D'accord, j'avais même vu, je crois, dans ma période de test, parce que je me suis permise aussi, vous avez même inclus un petit côté fun en cachant de temps en temps des petits cosmétiques qui poussent la personne à aller chercher encore plus loin. Il y a plusieurs choses. Donc il y a les objets qu'on doit trouver pour faire avancer l'histoire. Il y a des piles qu'on doit trouver. Ça, c'est plus pour augmenter ses capacités et sa barre d'énergie. Et j'ai rajouté plein de petits chapeaux sympathiques qui sont planqués un peu partout dans la maison pour vraiment pousser à l'exploration. On va dire que quelqu'un qui a un peu cette fibre collectionneur va pouvoir parcourir la maison vraiment de fond en comble pour trouver tous les chapeaux. À l'heure actuelle, il y en a une dizaine ou une quinzaine, mais à terme, il y en aura plus d'une cinquantaine éparpillés partout dans la maison, et avec aussi des achievements à compléter. L'idée étant vraiment, encore une fois, de pousser à l'exploration complète de la maison, quoi. D'accord. Et est-ce qu'à l'avenir, il y aura une possibilité soit d'agrandir, est-ce que ça évoluera, la maison? C'est-à-dire, est-ce qu'on aura accès à d'autres nouvelles pièces, ou est-ce qu'on aura accès à d'autres maisons, à d'autres cartes à l'avenir, ou pas du tout? Non, le jeu est vraiment pensé pour se jouer à l'intérieur de la maison. Alors, le jeu étant en accès anticipé, pour l'instant, il y a 1,5 étage de la maison qui sont réalisés.
Au final, quand le jeu sera vraiment dans sa version finale, il y aura 4 étages en tout. Donc déjà un environnement assez immense, c'est une grande maison, hein, on n'est pas sur un appartement parisien de 17 mètres carrés. Mais par contre, une fois qu'on a fini l'exploration, qu'on arrive à la fin de l'histoire, le jeu est terminé, mais il y a quand même une rejouabilité, notamment avec les mini-jeux et des modes supplémentaires que je compte ajouter une fois que le jeu sera terminé. Comme par exemple un mode speedrun qui sera justifié par le fait que les humains vont bientôt rentrer à la maison et en gros on a 1 heure pour finir le jeu de A à Z. Et donc il faut connaître sur le bout des doigts où sont cachés les objets et être bon dans l'exécution pour aller le plus vite possible, quoi. Ça force à rejouer le jeu pour le connaître finalement. C'est ça. Et puis voilà, j'ai déjà des idées, je ne vais pas forcément toutes les énumérer, mais j'ai des idées de modes supplémentaires pour augmenter un peu la rejouabilité du jeu, l'intérêt du jeu aussi, pour essayer de trouver des choses qui peuvent aussi plaire à des joueurs qui sont un peu plus exigeants et qui aiment les défis un peu plus poussés, quoi. D'accord. Mais après, c'est surtout pour le public. Il faut rappeler quand même que vous êtes seul. Donc vous ne pouvez pas sortir ça non plus en 2 semaines, quoi. Voilà, c'est ça. Je suis tout seul à bosser sur le jeu. Ça fait combien de temps que tu développes le jeu ? On va dire depuis le tout premier proto, ça fait 2 ans. Mais depuis la version vraiment actuelle du jeu, ça fait un an. Je l'ai présenté au Japan Tour l'année dernière. Et j'estime qu'il me reste encore à peu près 1 an de développement pour arriver à la version finale. Okay. Donc sortie 2025. Sortie finale 2025, si tout se passe bien. On peut essayer le jeu où en ce moment ? À part sur le Japan Tour Festival où là on peut l'essayer et tout ça. Le jeu est disponible le jeu est disponible en accès anticipé sur Steam. D'accord. Pour l'instant, il est au prix de 5 €, qui n'est pas son prix final, mais qui permet d'avoir un prix compétitif. Il n'y a pas encore de démo, mais d'ici la fin de l'année, je compte faire une démo qui se limitera à une seule pièce de la maison pour que les gens puissent déjà explorer les mécaniques de jeu. Mais pour l'instant, c'était un peu prématuré dans le sens où le contenu n'était pas suffisamment important pour que la démo soit pertinente en enlevant vraiment du contenu. Moi, j'ai une question un peu curieuse de ce fait. Est-ce que vos enfants vous aident à faire le jeu encore actuellement ? Ah oui, bien sûr. Hein, mes enfants sont mes premiers testeurs. La moindre nouvelle fonctionnalité que j'ajoute dans le jeu, c'est les premiers à la tester, à me donner leurs avis. Et au-delà de leurs avis aussi, c'est en les regardant jouer que je me rends compte que certaines choses sont peut-être un peu complexes pour des joueurs débutants, ou au contraire que certaines choses, j'ai sous-estimé un peu la capacité même de jeunes enfants à prendre en main certaines choses, et qu'en fait je peux aller un peu plus loin dans l'idée. Donc ça me permet vraiment d'équilibrer le jeu, parce que je l'ai vraiment pensé comme un jeu familial et convivial, quoi. D'accord. Et au-delà de ça, finalement, au-delà de Tiny Visitors, est-ce qu'à l'avenir vous avez d'autres projets en dehors de ça ? Oui, j'ai déjà au moins 2 ou 3 idées de jeu derrière auxquelles je réfléchis et sur lesquelles je travaille, on va dire, un peu en tâche de fond de temps en temps pour confronter vraiment l'idée. Mais on est vraiment au stade de la réflexion, de la pré-production pure. Et surtout, j'ai déjà assez de travail pour finir Tiny Visitors, pour pas trop m'éparpiller sur les autres jeux. Très bien. Il nous reste même pas 2 minutes. Si on peut se faire une petite partie, comme ça on se met le jeu plein écran. Comme ça, vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Et c'est Tinaria donc, qui va lancer le jeu. Hop, c'est parti. Ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. Alors, n'hésite pas à commenter un peu le jeu avec nous. Johnny, tu nous dis. Pas de souci. Tac. Alors là, c'est le premier niveau, première pièce. C'est parti. Il y a du storytelling un peu ? Alors oui, il y a du storytelling. Là, dans les éléments que j'ai fournis, j'ai prévu des sauvegardes qui permettent de commencer déjà un cran plus loin pour éviter, surtout dans le contexte d'un salon, toutes les phases d'introduction qui peuvent être longues. Mais il y a vraiment tout un aspect cinématique pour introduire le jeu. Il y a toute une phase de tutoriel qui explique les contrôles, les pouvoirs, les capacités qu'on va avoir et tout ça. J'ai vraiment essayé de faire un jeu qui raconte quand même une histoire, parce que c'est vraiment ce que j'aime dans le jeu vidéo, c'est raconter des histoires, tout en permettant une certaine liberté de jeu aux joueurs. C'est-à-dire que le jeu n'est pas non plus linéaire, il y a plusieurs façons d'y jouer. Là, on voit ce que tu nous disais tout à l'heure. En fait, on est dans des environnements
où on peut prendre les objets, faire un peu ce qu'on veut avec, C'est ça. déplacer tous les objets qu'on trouve. C'est ça. Tous les petits objets en fait sont gérés par le moteur physique et du coup se comportent comme des objets dans la vraie vie. On peut les pousser, on peut les lancer, on peut les faire tomber, ils vont voler, glisser. Et toute l'idée c'est aussi que l'environnement puisse être changeant au cours de la partie justement. Quand on commence à déverser un peu tous les objets qui sont dans les étagères au sol, on commence à des fois avoir du mal à se repérer dans l'environnement. On peut se créer soi-même des handicaps. Ah, l'option, c'est bon. Ça me fait penser aussi à un autre jeu qui était sorti sur Wii qui s'appelait Eladies, comme ça pareil, avec des petites bestioles qu'il fallait récupérer qui s'étaient perdues dans une maison aussi. Et puis bien, si vous connaissez pas, regardez sur votre téléphone Toy Commander. C'est peut-être l'influence. En tout cas, visuellement, ça ressemble beaucoup et ça fait plaisir à voir. Donc là, typiquement, Je récupère mon chapeau. voilà, on vient de trouver un chapeau qui est celui-ci assez évident à trouver. Je le dis tout de suite, il y en a qui sont beaucoup plus planqués que ça, mais voilà, l'idée, ça va être de revenir régulièrement déposer ces objets et les chapeaux pour débloquer des capacités, des pouvoirs. Parce que là, à l'heure actuelle, au début du jeu, on a très peu de pouvoirs. La seule capacité qu'on a, c'est de courir. Mais au fur et à mesure qu'on ramène des objets, on va débloquer des capacités. Ouais. On va avoir la possibilité d'escalader les murs, enfin d'avoir un pouvoir de wall jump qui fait qu'on va pouvoir commencer à escalader. Voilà. Le moteur physique est un peu capricieux par moment. C'est des petits effets de bord. Voilà. Surtout, le jeu sort dans un an, donc là c'est encore une version d'essai, donc vous basez pas là-dessus. Il y a encore pas mal de choses à améliorer. Je pense que tous les jeux là que vous allez tester sur Japan Tour sont encore en développement, donc du coup soyez indulgents, mais en tout cas ça vous donne une bonne idée du type de gameplay. Allez Tinaria, un dernier mot, une dernière question, puis on passe au développeur suivant. Eh bien, est-ce qu'un jour à l'avenir vous aimeriez agrandir votre équipe pour continuer à développer Alors oui, évidemment que si l'occasion se présente à terme, j'aimerais bien pouvoir recruter des gens dans le studio et agrandir l'équipe. Pour l'instant, c'est pas du tout en projet. Tu serais plus solo dev ? J'aime bien le côté solo dev. Quelle trahison. Oh là là là, quelle déception. Disons que le solo dev a des avantages, mais le fait de s'entourer d'une équipe en aura d'autres. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui va venir avec le temps et avec les opportunités. J'ai pas envie de forcer les choses. Je suis bien tout seul aussi à l'heure actuelle. J'aime bien ma liberté, mais au fil des rencontres... Mais t'aimerais bien aller boire des coups avec ton équipe de temps en temps. Je dirais pas non. C'est bien, mais parfois c'est mieux accompagné. Eh ben très bien. Eh ben bravo. Merci Johnny. Vous pouvez applaudir Johnny qui développe Tiny Visitors. Merci et c'est beaucoup. Le studio Fun Included. Merci beaucoup. Je crois que les suivants, c'est pas un jeu vidéo. Merci beaucoup Johnny. C'est des jeux de société. Ça va être un créneau assez rapide. Pour le coup, c'est Arkham Studio. Voilà. Je sais pas s'ils sont là. Sinon, on passe au jeu suivant. Hein, c'est pas grave. On enchaîne. Alors, ils sont là-bas. C'est Arkham Society. Ils font de la gamification. On voulait présenter un de leurs jeux. Ils sont juste derrière. Bon, c'est pas grave. Ils ont peut-être loupé le créneau. D'accord. Pas grave. On passe au jeu suivant. Ouais. Et le jeu suivant, donc le 5e jeu, c'est quoi ? C'est Supercube, c'est The Pioneers. Ah, un jeu de gestion. Alors, faut qu'on vous raconte quelque chose. Donc, c'est le jeu Supercube. C'est maintenant, c'est tout de suite. Hop. Vous pouvez venir. Si, il est juste ici. Allez, viens nous rejoindre directement sur le plateau. Hop là. Alors, on a une révélation, confidence à vous faire. Tu joues beaucoup à des jeux de gestion ou pas ? Pas du tout. Et moi non plus. Donc, on va découvrir ensemble un jeu de gestion qui était là au Japan Tour il y a déjà 2 ans, qui est sûrement revenu l'année dernière. Et donc, c'est... Comment tu t'appelles ? Alors moi je m'appelle Romain et le jeu c'est The Pioneers. The Pioneers. On peut peut-être passer la bande-annonce pendant que Romain se présente. Eh ben vas-y Romain, on enchaîne tout de suite. Parle-nous de toi, de ton équipe, studio et de la genèse de The Pioneers. Alors nous sommes Supercube, un studio donc indépendant installé en Touraine. Adhérent de Pixel Players. Évidemment. Évidemment. Ça va de soi. On en parlait tout à l'heure.
Nous sommes une équipe d'une dizaine de personnes présents sur le projet depuis sa création, donc il y a maintenant à peu près 5 ans. C'est un gros jeu, donc un développement assez long. Pour faire simple, c'est un petit peu comme les Sims, mais dans l'espace. Voilà. Donc, Est-ce qu'on peut créer des mariages alors voilà, c'est pas les mêmes enjeux. Non, mais moi j'y vais. Quand on est en train de survivre sur une des lunes de Jupiter, on pense un petit peu moins à changer son armoire et sa garde-robe, mais plus déjà à manger, à ne pas mourir d'un météorite sur la tronche. Moi je pensais que c'était l'amour le plus important, mais apparemment il faut manger de temps en temps. Bon, paraît, c'est pas ouais. grave. Et donc voilà, donc c'est un jeu qui mélange en effet gestion, survie, exploration, tout ça dans un environnement spatial assez tendu. Ok. Et voilà. Et pourquoi un jeu de gestion, science-fiction, qui est quand même assez ambitieux, faut pas se le cacher? Oui. Le jeu en fait est né d'un projet de grandeur nature à la base, un jeu de rôle de grandeur nature qu'on avait organisé en 2017 avec quelques amis, et on avait réuni 70 participants dans une boîte de nuit transformée en station spatiale, et on leur avait fait vivre un huis clos où ils devaient eux-mêmes mettre en place tous les systèmes de survie de leur station spatiale pour tenir bon. Et on avait trouvé ça super intéressant comme gameplay. Alors c'était dans la vraie vie, c'était en physique, mais il y avait plein de choses qui étaient transposables à un jeu vidéo. Et donc de là est née un peu cette idée de mettre en scène ce huis clos spatial, aussi inspiré de films comme Seul sur Mars par exemple, qui permettent de montrer aussi la petitesse de l'homme face à l'environnement spatial et la rudesse en fait de la survie dans Oui, c'est l'environnement le plus mortel du monde. Voilà, c'est ça, il n'y l'univers. a rien qui pardonne. Ouais. Et donc partant de ce pitch-là, de cette ambiance-là, on a élaboré une première version de The Pioneers. Et puis derrière, l'équipe s'est petit à petit étoffée. Le jeu a grandi en ambition à mesure que des gens se joignaient à l'équipe et apportaient leurs idées. Et voilà, d'un petit huis clos spatial, on est passé à quelque chose de beaucoup plus ambitieux qui permet aujourd'hui d'explorer la Lune, d'en apprendre plus aussi. On aborde des thématiques un peu scientifiques. Et puis voilà, un jeu qui potentiellement pourrait grandir indéfiniment puisque c'est un jeu à contenu. Donc plus on va le développer, plus il sera riche et dense. C'est un peu du wholesome, quoi. Enfin, les jeux où on fait de tout et qui n'a pas vraiment de fin, où le but c'est vraiment de... Exactement. Il y a un peu cette volonté aussi de proposer une expérience un peu bac à sable et les joueurs peuvent s'amuser de plein de manières différentes dans le jeu. Ok, bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on va lancer tout de suite une partie. Allez. Ouais, Et c'est avec Inaria plaisir. qui va reprendre la suite sur l'aspect gameplay. Alors, Oui. je pense qu'on va avoir besoin de ton aide pour Oui. nous apprendre à jouer. Voilà. Alors, de toute façon, on va pas voir grand chose du jeu en peu de temps parce qu'il faut savoir que c'est quand même des parties longues. Oui. On va faire les bases. Voilà, on va faire les bases, on va Le jeu va se commenter lancer. un peu les premières minutes. C'est bon, c'est parti. Et Mais, justement, on demandait quel était le moteur graphique Voilà, c'est Unity. utilisé. Ouais, c'est Unity. Donc vas-y, clique sur nouvelle partie, t'embête pas avec toutes les options. Échappe. Tu restes appuyé. Allez, reste appuyé. un peu avoir de l'or. Voilà. Allez, c'est Donc, parti. grosso modo, c'est dans un futur proche. Donc les technologies sont assez semblables à celles d'aujourd'hui, mais on se permet quelques petites entorses à la science pour les besoins du jeu. Donc là, dans la build actuelle là, qu'on est en train de tester, on démarre avec un survivant d'un crash d'un équipage de 15 personnes. Donc le principe, c'est que en fonction des survivants du crash, on va pas faire la même partie d'une fois sur l'autre. Parce que chaque personnage a sa spécialité, a D'accord. sa personnalité, ses compétences. Oui. Et donc d'une partie sur l'autre, il est possible qu'on n'ait pas les mêmes cartes en main quand on démarre. D'accord, donc là, mais typique- c'est aléatoire C'est aléatoire. le chargement des personnages. Ouais, D'accord. c'est aléatoire, donc ça donne un peu une espèce de contrainte, bien qu'après, en les débloquant, tu puisses choisir tes personnages préférés, soit possible de... Voilà. On peut voir un peu leur spécialité. Ouais, donc là, il y a un menu, si tu regardes à côté du portrait, tu as une petite icône tout en bas, à côté du portrait de ton personnage, dans la petite cartouche, là. Tu as une petite icône pour ouvrir un menu. Voilà, ça. Et ça te permet de voir, donc Jared Foster, c'est le commandant de la mission, c'est celui qui sait faire plein de choses. C'est un peu le héros. Et lui, il Oui, est c'est surtout Jarod, fort voilà. en athlétisme. C'est-à-dire que Ok. ça va être un peu celui qui va gérer les explorations. D'accord. Il va avoir une plus grande endurance en extérieur, il va pouvoir sauter plus loin, courir plus vite, etc. Donc c'est important de maintenir en vie tous les personnages Oui. pour pouvoir Ouais. avoir une. Et si on manque de personnages, finalement la partie est perdue.
Pas forcément, ça reste possible de gagner avec un seul survivant, mais il faut connaître un peu le jeu parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et moins on a de personnages, moins on peut faire de choses en simultané. Donc le début du jeu là, ça va être déjà de retrouver ta station spatiale. Donc là ton vaisseau s'est éclaté. Ta caméra, tu vas pouvoir la diriger avec la molette pour zoomer et voilà, pour faire des rotations aussi. Donc tu vas pouvoir t'orienter, tu vas même pouvoir regarder à l'horizon. Si tu baisses, voilà, et si tu regardes un peu vers ta gauche, normalement tu vas apercevoir ta station au loin. Bon là on la voit pas très bien, mais elle est de l'autre côté, voilà. Ok. Donc avec le clic droit, tu vas pouvoir déplacer ton personnage sur la carte. Et progressivement, voilà, un peu comme dans les Sims, le contrôler, lui donner des ordres. Donc si tu cliques sur des... Sympa. C'est vraiment sympa. Ouais, si tu as déjà joué aux Sims ou à ce genre de jeu, c'est une ergonomie qui est assez proche. Il y en a parmi vous dans le public qui jouent déjà à ce type de jeu, simulation spatiale. On a des fans là. 2 sur 6, ça fait un tiers. Hein. Ce que je propose aux autres, c'est d'aller découvrir le jeu comme nous, on est en train de le faire. Moi, je découvre Tinaria aux manettes. Et puis, effectivement, de passer un peu de temps sur le stand. Ce qu'il y a de bien sur ces festivals comme Japan Tour, c'est que vous découvrez le jeu et en plus, les gens qui vous donnent la manette, c'est comme Romain. Alors tiens, si tu veux sauter, tu cliques droit sur ton personnage. Hop, tu as le menu d'action qui s'ouvre, tu cliques sur... Et voilà, et là tu vas pouvoir lui donner une instruction, clic gauche pour valider. Et vous avez les développeurs qui vous filent un coup de main pendant que vous découvrez le jeu. Sympa. Voilà. Et donc tu vois, la distance de saut, elle va dépendre aussi de ton personnage. D'accord. Si tu as un personnage qui est pas très fort en athlétisme, il va pas pouvoir faire un saut aussi long. Alors, petite question production, c'est développé sur quel moteur? Donc c'est Unity. Alors Unity. dans sa version HDRP. HDRP. Peut-être que ça ne parlera que aux devs qui nous écoutent, mais Donc, c'est une version un peu plus expérimentale du moteur Unity qui permet d'avoir des meilleurs rendus graphiques, mais au prix de certains arrachages de cheveux. D'accord, ok. Combien de temps de développement? Production là, ça fait combien de temps que vous êtes dessus? En tout, ça fera 6 ans. Ça fera 6 ans, c'est-à-dire que le jeu sort dans combien de temps là? Alors là, le jeu est disponible en accès anticipé sur Steam, donc il y a déjà pas mal de joueurs qui nous font des retours. Et il sera disponible dans sa version définitive, si tout va bien, en milieu d'année prochaine. Il y a beaucoup de jeux qui sortent en 2025, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et ta cible principale, c'est quoi justement? C'est les joueurs vraiment habitués ou un peu comme nous justement? Alors maintenant on le sait bien parce qu'on a beaucoup de stats grâce à Steam. On voit que nos joueurs ils ont entre 25 et 45 ans. Donc on est sur une cible quand même plutôt mûre, plutôt gamer, PC évidemment. Parce que Core gamer PC. Core gamer PC. Majoritairement quand même des hommes surreprésentés parce que c'est un peu le thème aussi qui veut ça. Même si en fait on s'aperçoit qu'il y a quand les filles... essayent et elles apprécient autant le jeu, mais c'est plus un biais naturel, on va dire. Et puis, on a un public français, américain évidemment, parce que sur Steam, c'est une grosse partie de l'audience, et puis pays de l'Est, Allemagne, pays des Balkans, Russie, tout ça, là où il y a beaucoup de joueurs de jeux de stratégie. Ok. Ouais, c'est vrai que les jeux comme Super Tank, enfin les jeux de simulation de tank, de bateaux et tout, des jeux qui cartonnent dans les pays de l'Est et tout. Et du coup, vous avez remarqué donc qu'il y avait des joueurs de ces pays-là qui kiffaient bien The Pioneers. Oui, c'est vrai que c'est des bassins d'audience pour notre genre, pour notre niche à nous. Et l'anglais suffit ou vous pensez à, pourquoi pas, adapter en russe, Alors le jeu est déjà disponible dans 60 langues. Comment vous avez fait? De la traduction automatique ou... Toi, tu pratiques 70 langues couramment. Bah voilà, c'est ça. Le meilleur plan de drague du monde, dis donc. Non, alors on a développé un outil basé sur des modèles de langage, donc sur de l'IA. D'accord. Et c'est un outil qu'on a développé pour nous, pour faire de la traduction automatisée quasiment sans qu'on ait à la gérer. Et c'est cet outil-là, on le met aussi à disposition des autres développeurs pour qu'ils puissent traduire leur jeu grâce à des requêtes OpenAI, leur jeu dans 60 langues. Voilà. D'accord, ok. Alors, on peut terminer sur quelque chose qu'on a un peu évoqué quand je suis venu te voir tout à l'heure. C'est que The Pioneers donc, est basé sur beaucoup de science. Pas que de la science-fiction, mais aussi de la science un peu. C'est quoi un peu l'objectif du jeu, de ton studio? Parce que tu m'as parlé, peut-être que tu peux en parler, d'un autre projet. Il y a quoi derrière The Pioneers? Alors, c'est vrai que ça fait partie un peu de l'identité du studio. En tout cas, mon associé et moi, on a aussi un parcours académique et une relation à la recherche. Et c'est quelque chose qu'on voulait aussi transmettre à travers les jeux que Supercube fait.
c'est non pas de faire du jeu sérieux ou éducatif, ça reste des purs jeux gaming, mais de les appuyer sur des socles de connaissances scientifiques ou du moins de pouvoir transmettre quelques concepts. On n'est pas dans l'ambition de faire de l'éducation, mais... Est-ce que c'est compliqué justement de produire un jeu aussi complexe au niveau des sciences? Vous êtes accompagné ou vous faites vos propres recherches? En fait, mon associé est physicien, donc ça nous permet déjà de faire beaucoup de choses seuls. Lui, il a travaillé dans l'aérospatial. Par contre, en effet, sur le deuxième projet dont je te parlais, Peter, là, on est sur de l'histoire, du patrimoine et un regard donc scientifique, mais sur notre passé. Et là, c'est vrai que nous, on n'a pas la compétence, et donc on va se faire accompagner par un directeur scientifique, par des laboratoires qu'on a aussi en Touraine, des universités qui sont spécialisées sur des périodes, la Renaissance par exemple, ici, avec les châteaux de la Loire, c'est très représenté. Ouais. Donc là, on va plutôt chercher des contenus auprès des gens du milieu qui peuvent apporter une validation scientifique sur ce qu'on fait. Et donc ce deuxième projet qui s'appelle Héritage, il nous permettra de revisiter différentes époques. Pour ceux qui connaissent le mode histoire d'Assassin's Creed, ça s'inscrit un petit peu dans cette lignée de jeu où on n'est pas là pour combattre, puisque dans Assassin's Creed mode histoire, ils ont viré tout ce qui était assassinat, mais par contre on garde un peu cette sensibilité à l'histoire. Oui, ça permettait aux élèves, notamment ils avaient sorti ça, ils avaient beaucoup communiqué pendant le confinement, ça permettait à des étudiants de visiter par exemple la bibliothèque d'Alexandrie qui n'existe plus. Exactement. Et c'est vrai qu'en plus Assassin's Creed a cette réputation d'être de plus en plus d'avoir une véracité historique très forte. Ils travaillaient même avec un historien qui s'appelle Thierry Noël, qui est leur historien attitré. Exactement. Et qui les aide à dire Bagdad à l'époque moyenâgeuse, ça ressemblait plutôt à ça qu'à ça et tout ça. Donc il y a aussi cette vocation de transmettre à travers le jeu vidéo. Et ça n'enlève rien au fait qu'Assassin's Creed soit d'abord un jeu pour gamers, mais par contre en s'appuyant sur des contenus sourcés scientifiquement, ça permet aussi de malgré soi, quelque part, quand on est joueur, d'apprendre des choses et on se dit que c'est pas plus mal. En tout cas, ça fait partie de notre identité de ça peut intéresser des joueurs qui ont cette vision du jeu vidéo à dire tiens, ça m'intéresse aussi de voir comment était Bagdad ou pourquoi pas. Exactement. Comment on survit comme ça sur une planète sur laquelle on arrive. Et ça peut effectivement donner un petit côté éducatif à dire c'est pas parce qu'on est sur une planète que c'est comme sur Terre. Et puis quelque part au-delà du côté éducatif, c'est aussi une manière de comprendre le jeu parce qu'en fait tout est logique. Nous, il y a de la physique dans le jeu, donc ça se comporte comme ça devrait se comporter. Le cycle jour-nuit, il est calculé sur l'orbite de Io par rapport à Jupiter. Ça donne des points de repère en fait. Non, mais c'est bien parce que par exemple sur l'exploration spatiale, on a eu très longtemps un côté à dire ok, on peut y aller. Et puis on s'est dit, minute papillon, faut survivre, faut s'entendre dans l'espace, c'est des voyages qui sont très longs, et puis quand on arrive comme ça sur une planète, c'est faire attention à tout. Voilà. Exactement. Ok. On a encore un peu de temps, allez, on a encore 5 minutes, je sais pas, si on peut peut-être se plonger un peu plus dans le gameplay. Là, c'est la nuit, donc il faudrait que tu rallumes ta station. Donc pour ça, tu vas avoir un générateur. Vas-y, là t'étais dessus, tu cliques droit, relancer le générateur. Déjà, ça va remettre en marche un réacteur à fusion nucléaire. Carrément. Donc une technologie qui, dans le monde actuel, est encore pas opérationnelle, mais qui pourrait l'être dans 50 ans, époque à laquelle se déroule le jeu. Donc c'est pareil, on prend. Le jeu se déroule donc en 2074 ? En 2084 pour être 2084, très précis. Voilà. D'accord. Donc oui, c'est 60 ans. Et donc c'est pareil, on a pris des technologies qui aujourd'hui pourraient potentiellement exister dans le futur, même si on n'a pas la réponse. En tout cas, on s'appuie sur une idée possible ou probable du futur. Donc voilà, là tu as de l'énergie. Petit à petit, la station va se redensifier en air et en oxygène, parce que tu as relancé ton générateur, et donc tu vas pouvoir enlever ta combinaison et commencer à faire travailler tes survivants. Tu disais, c'est ça que j'allais te demander, tu n'es pas tout seul, c'est une équipe. Non, mais d'ailleurs, tu en as réveillé un. J'en ai abandonné un, je crois. Voilà. Donc, il est mort, vous l'avez abandonné ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que tu l'as laissé dehors, non ? Ok, d'accord, sympa. Ouais, je sais pas, peut-être ils s'entendaient pas bien tous les deux. Oublie pas les croissants. Et donc tu peux jouer jusqu'à 3 pionniers simultanément dans le jeu, et donc avoir différentes configurations d'équipage. D'accord. Alors, sachez que si un jour vous êtes à Tours avec Tinaria, elle peut vous laisser dehors à tout moment. Voilà, surveillez bien, vous pouvez vous retrouver comme ça à la porte. Ça arrive. T'es où ? Tu te débrouilles.
tu survis dehors. Voilà. Et donc sur une partie de 6 à 8 heures en moyenne pour terminer donc, ce que nous on appelle une run, sachant qu'on peut en faire plusieurs, on va avoir du gameplay donc, d'exploration, de survie, ça j'ai dit, de construction de base, parce qu'on réhabilite notre base. Donc on va construire des nouvelles salles, des couloirs, des systèmes, des machines, les améliorer, etc. Il y a de la collecte de ressources, on va être amené à miner sur Io, trouver des gisements de carbone, de terres rares, etc. pour soutenir notre développement. Et puis là, dans cette version du jeu, actuellement, le but, c'est de réparer sa navette et de rentrer sur Terre. D'accord, ok. Mais ça va évoluer dans le futur. On est en train de travailler sur des nouvelles possibilités de progression pour aussi offrir plus de challenge aux joueurs qu'il n'en a actuellement dans la build actuelle. Et du coup, c'est des boucles de gameplay donc avec une durée déterminée, des mini-scénarios à résoudre et on avance comme ça ou... Oui, on peut dire comme ça. En fait, quand tu vas faire une run, comme l'équipage de départ est différent, les conditions aussi de la carte sont différentes, Ok. et tous les événements qui vont se produire sont différents, bah, potentiellement tu peux avoir des nouveaux challenges à chaque fois. Et donc tu vas pas utiliser les mêmes stratégies pour réussir. Donc on a des joueurs qui font une partie pour découvrir le contenu et puis qui passent à autre chose. Et puis on a déjà des joueurs qui ont 800-900 heures dans le jeu. Ah oui. Oui. Vous avez déjà des fanarts un peu, des gens qui... Ouais. Bah sur Steam, dans le hub de la communauté, il y a beaucoup de gens qui postent des choses, qui même parfois détournent des choses que nous on a faites et se les approprient. C'est assez marrant de voir comment les gens apprivoisent le jeu alors que nous on n'avait pas du tout pensé. Et donc là on est au stade où presque un peu le jeu nous échappe et on laisse aussi les gens se l'approprier et le détourner selon leurs souhaits, quoi. Et, Un dernier mot, peut-être une dernière question. J'ai justement posé la question et justement, est-ce que vous écoutez vos joueurs si vous suggèrent quelque chose? Est-ce que vous êtes prêt potentiellement à l'intégrer au jeu si c'est pas trop... Ouais, alors ça, carrément, c'est pour ça qu'on a fait un accès anticipé, c'est pour pouvoir collecter un maximum de retours. Donc évidemment, il y a les retours sur la partie technique, les bugs, les efforts d'ergonomie qu'il faut faire et tout ça. Donc ça, c'est évident qu'on note tout et on essaye de régler tous les problèmes. Et après, sur les grandes idées de gameplay, évidemment, on ne peut pas tout faire. On va essayer de faire plus attention à ce qui est redondant, ce qui semble être quelque chose, un angle mort pour nous, qui est détecté par les joueurs. Ça, on va y faire attention. Mais évidemment, on ne peut pas tenir compte de tout parce qu'on a des gens, mais je vous jure, qui nous envoient des Word de 5 pages de voilà comment moi je verrais votre jeu. Et c'est là où, quelque part, le game designer est aussi un peu garant d'une certaine vision d'une œuvre, sans tomber dans des clichés de c'est mon œuvre, c'est de l'art, etc. Oui, bien sûr. Simplement, on ne peut pas aller dans toutes les directions. Quand on a passé 6 mois à produire une feature, ça a un certain coût de production, ça nous inscrit dans une vision et on ne peut pas sans cesse bifurquer dès que le joueur a une envie. Donc on tient compte de ce qu'ils nous disent, mais on fait la part des choses pour rester aussi cohérent avec ce qu'on est en train de créer, quoi. Eh bien, très bien. On peut essayer donc accès anticipé sur Steam et on peut essayer le jeu là au Japan Tour. Ouais, on est donc sur le stand Pixel Player juste à côté là avec les copains. Ouais. Sur Steam, en ce moment, il est en promo parce que c'est les soldes d'été sur Steam, donc c'est peut-être le moment de craquer. Allez-y, craquer pour l'exploration spatiale. Et puis pour venir discuter, on est là pendant les 3 jours avec grand plaisir. N'oubliez personne. Sait-on jamais. N'hésitez pas, c'est ça qui est cool en festival, c'est que vous essayez les jeux et les gens qui vous font essayer les manettes. Enfin, le jeu, c'est les développeurs. C'est ça. Donc voilà, si vous êtes passionné par le jeu vidéo, et je suis sûr que vous l'êtes, n'hésitez pas à parler avec les développeurs qui sont là sur les stands. Pixel Player, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était bien cool. Merci Tinaria. Cool. Bon alors, cette découverte. Jeu de gestion, ça y est, tu vas te lancer. Pourquoi pas? Pourquoi pas ça se teste. Allez, les derniers à passer avec nous sur cette session jeu indé. Et pas les moins bons. C'est pas parce que c'est les derniers à passer que c'est le jeu qui est moins bon. Bien au contraire, vous allez voir. Alors, un jeu plutôt convivial. Vous êtes combien à venir avec nous? Vous êtes 2. Moi, je vais me décaler là. Hop. Est-ce que... Oh, parfait. Allez-y, mets-toi à côté de Tinaria. Hop. Sur le dernier siège, libre. Et un grand merci à Anjou Pop Corner parce que le plateau est incroyable. J'arrive, le micro est déjà allumé, ça c'est fou. Ouais. Bienvenue à vous. Mais qui êtes-vous, messieurs? Alors, on va pouvoir passer... Ah, je crois que tu as encore le jeu derrière. Tac. On va pouvoir passer donc au dernier jeu de cette session avec... ils sont venus en force, ils sont 2. En même temps, on n'est que 2.
dans le Eh ben film. allez-y, présentez-vous pendant que Tinaria prépare un peu le set. On va lancer peut-être une bande-annonce du prochain jeu. Et pendant que la bande-annonce tourne, vous pouvez vous présenter tous les deux, dire qui vous êtes, quelle est la vocation, pourquoi ce jeu et pourquoi vous avez décidé de faire du jeu vidéo, quoi. Alors, donc François Boggio, je suis le président de Créart Studio, un jeu de jeux vidéo indé tourangeau. Et on fait le jeu Runner Party avec, je te laisse te présenter. Oui, moi c'est Joris, pour le coup je suis chef de projet chez Créart Studio, je suis un ami de lycée, donc de longue date avec François. J'ai rejoint l'aventure il y a à peu près 4 ans pour développer le jeu que vous voyez à l'écran, la Runner Party, qui pour nous est une déclaration d'amour aux jeux vidéo des années 80-90 qu'on a connu à l'époque. Ouais, ça rappelle un jeu NES qui s'appelle City Ransom, qui passait, c'était un jeu de course avec des obstacles et on pouvait jouer à 2 joueurs. Ouais, il y a Voilà. un héritage autour de tout ça. En fait, bon, moi j'aime bien le présenter aujourd'hui de manière un peu plus moderne. Oui, Je bien le sûr. présenter comme un Mario Kart version plateforme. Oui. Ça parlera peut-être un peu plus de monde des nouvelles générations. Et donc on y a vraiment mis toute notre passion et toutes nos références, toutes les influences qui ont bercé notre enfance. Eh ben parfait. En quoi le jeu est différent justement de ce type de jeu comme Broforce Alors déjà, on se tape pas sur la gueule, là on court. Alors, C'est le premier arrivé qui gagne. on se tape quand même un peu dessus, un peu comme dans Ah. Mario Kart. Ça reste quand même assez ludique, familial et convivial. Maintenant, c'est vrai qu'on a essayé d'apporter une touche très casual en fait dans le jeu, mais également qui peut avoir une dimension e-sport. Donc le jeu peut être très compétitif. C'est vraiment try to learn et hard to master. À côté de ça, on a aussi beaucoup travaillé en fait sur la physique du jeu pour apporter justement cette touche très skillée qu'on va pouvoir voir manette en main si on joue ensemble juste après. Là. Oui, on va lancer le jeu. On a 10 bonnes minutes pour tester tout ça. Pourquoi pas. Alors, on aura peut-être un invité surprise. En tout cas, il a un personnage dans le jeu. Il est sur le festival avec nous. C'est Sparadra, Fred of the Dead. Il sera peut-être là. En tout cas, je lui ai dit, tu viens. Il a dit, écoute, je fais le maximum. Voilà. Est-ce qu'on lance le jeu comme ça Donc, voilà. pourquoi pas. Alors, je crois que là, on va jouer à 2 joueurs. Oui, c'est minimum 2, je crois. D'accord. Ok, Bon. bah, sinon au pire on avait ramené d'autres manettes s'il y a besoin. Je sais pas si On on peut peut être à brancher 2. les 4 manettes. Oui, pourquoi pas. Je crois que c'est bon. Ouais, on peut. Ok. Comme ça, on joue à 4. On est 4, ça tombe bien. Et on aura arrivera peut-être tout le Fred potentiel qui du viendra jeu. nous rejoindre. Alors, je parlais du personnage de Fred. Est-ce qu'il y a d'autres personnages un peu comme ça qu'on croise sur Est-ce qu'il y a Dina, par exemple Alors, on n'a pas encore Dina. Dina. Par contre, Parce qu'on la voit beaucoup sur le Japan on la Tour. voit Ça pourrait être un beaucoup. personnage... il faudrait qu'on aille lui parler pour lui proposer. Grand plaisir. On a cependant toute la team Game One qui est présente dans le jeu. On a D'accord. Marcus, Julien Telouk, Shivana, New Titoff, Genius, enfin toute la clique. Eh ben, En fait, bravo. on avait rencontré Marcus sur le Japan Tour il y a à peu près 2 ans. Oui. Il a tellement apprécié le jeu que pour le remercier, on lui a fait son personnage dedans. Eh ben, d'accord. Et il nous a dédié 2 Level 1 sur Game One Ah, avec toute la team Game One. excellent. Voilà. Vous êtes... Mais c'est la gloire, ça y est. On a Mais- touché quelque chose qu'on souhaitait en tout cas. Donc pour nous, c'était une petite On consécration. peut peut-être en parler. C'est pas pour ça que vous êtes sorti d'affaires. Enfin, faut quand même Ah non, pas continuer du à tout. faire de la communication. Non, mais on est, j'insiste quand même sur le fait que le métier de développeur de jeux vidéo indépendant, ça a été évoqué tout à l'heure par notre ami Johnny avec Fun Include. Oui, oui. C'est vraiment un défi de chaque instant et ça demande vraiment d'être fort moralement. Je veux dire, c'est un travail qui est très ingrat, Oui. qui est peu reconnu parce qu'on est très nombreux et on est très peu à être visible en réalité. Et comment on fait pour tenir alors justement comme ça quand on a un jeu comme ça qui est un très bon jeu qu'on pousse tout le temps, c'est quoi la motivation, c'est quoi le nerf de la guerre? Déjà, je crois qu'il faut croire en soi, en ce qu'on fait et surtout, paradoxalement aussi, savoir se remettre en question et puis confronter en fait son travail à des joueurs, à des streamers, des influenceurs ou des critiques de jeux vidéo même. D'accord. Et présenter votre jeu en festival. Exactement. Vous avez un super souvenir de festival, pas forcément celui-là, mais un autre. Si, quand même, le Japan Tour, il y a, pour la première édition à laquelle on a participé il y a 3 ans maintenant. Oui. Je crois que tu travaillais là à ce moment-là et Déjà. avait été organisé le concours du meilleur jeu indé du salon Oui. qu'on avait remporté. D'accord. Pour nous, ça avait été un grand moment qui s'était couplé en plus avec la rencontre avec Marcus, voilà, qui nous a beaucoup aidé, qui est devenu un peu notre ambassadeur sur le jeu et un peu le parrain du jeu. Eh ben, ça fait plaisir. Et c'est là qu'on a intégré son personnage dans le jeu en fait. C'est Oui, vu ce cette qu'il était en histoire-là. train de dire, c'était un peu un remerciement. Exactement. Bah, vous allez jouer à 3, je crois, parce que moi je vais être un peu loin. Un peu loin, ouais. Ça fait loin. Bon, c'est pas grave, je vous laisse jouer à 3.
Alors, le principe, vous nous décrivez un peu. C'est quoi le but du jeu? François. Et après, Tinaria, bien sûr, peut commenter sur le gameplay, poser des questions sur comment vous avez fait le jeu, comment vous avez pensé le jeu, le level design. Enfin, Ok, J'ai une première en question, fait- c'est est-ce que vous l'avez déjà proposé à une LAN, par exemple, ce jeu? Pardon? Est-ce que vous l'avez déjà proposé pour une LAN? Pour une LAN Oui. Est-ce qu'on l'a déjà proposé pour une LAN, le jeu? Oui, il y a quelques assos qui ont joué sur le jeu. Ouais. Ah, c'est sympa. Pardon. Donc, alors juste pour revenir en arrière, donc là en fait on est dans la salle d'arcade, donc vraiment là pour le coup c'est la pop culture des années 80-90, on est dedans. Et voilà, et c'est ici, alors on va pouvoir retrouver des références dans les personnages qu'il y aura autour, et c'est ici qu'on va choisir en fait notre map sur laquelle on va jouer. Donc là on peut aller vers la droite par exemple, c'est le joueur 1, Ce n'est pas moi. Ah, c'est moi. c'est Joris. Donc voilà, ça c'est la map la plus simple qu'on conseille Référence à souvent Indiana quand- Jones. Voilà. Ok. Alors, Donc hop. c'est hyper référencé années 80-90 pop culture quoi. Alors qui on a Davy Mori. Ah oui on connaît le doc Marcus. Voilà, Voilà, Marcus. on en parlait. Si vous croisez Fred dans les allées, parce que si vous pouvez nous le ramener, il est censé venir. Il est en dédicace. Ah, il est sur la scène. Ouais, il nous a dit qu'il était peut-être occupé, qu'il ferait un effort pour passer. Mais en tout cas, Fred a son personnage dans le jeu. Tinaria, quand est-ce que tu as ton personnage dans le jeu? Je ne sais pas, au bon vouloir des développeurs. Ils sont là, faut leur Ah, mais demander. on fera un éditeur de personnages à un moment et chacun pourquoi pourra pas. créer le sien. Ah. En tout cas. Ah d'accord. C'est vrai. Apparemment, la liste de candidatures est longue. Il y a une petite liste d'attente. Une ouais. petite liste d'attente. Moi, je suis déçu, je suis pas dans le jeu. Mais bon, je dis ça, je dis rien. On peut s'arranger, Ah oui, d'accord. Peter. On peut s'arranger, il faut que je donne de l'argent. Non, Je suis non, pas non. assez famous, moi, Non, de non, toute pas du façon. C'est pas grave. Donc du coup, voilà, jeu de parcours à plusieurs avec des obstacles. Et bien sûr, le but, c'est d'arriver premier et de faire le plus de vacheries aux autres. Voilà, clairement, c'est ça. Exactement. Du coach game comme on aime bien. Donc coach game, hein, c'est les jeux qu'on joue avec les potes. On commande une pizza ou autre chose. On invite ses potes à la maison et puis c'est parti. Et on règle ses comptes via le jeu vidéo. Ce qui est un peu moins violent quand même que dans la rue ou autre chose. Non, la vraie vie, on est d'accord. Qui est arrivé le premier ou la première? C'est moi, et c'est donc en 3 manches gagnantes. D'accord. Ah, vous êtes comme ça. On a une invitée de marque avec nous, une animatrice professionnelle, et vous la laissez même pas gagner. Ok, les gars sont sans pitié, quoi. Ah, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Exactement. Ah, visiblement, quand on sort de la map, du coup, on est éliminé directement. Ouais, donc en fait, le but c'est de faire sortir les autres joueurs de la map, comme ça les Exactement. élimine. On sent qu'il y a des habitués là. Bon, ça fait 2 millions de fois qu'ils ont fait le niveau. Il y a des prix comme ça pour les gens qui arrivent à vous battre. On offre pendant une le clé en festival. général. Alors c'est assez rare hein, que quelqu'un nous batte, mais il y a des réguliers là qui nous suivent sur les réseaux, qui nous rejoignent sur Discord, qui jouent avec nous de temps en temps et on fait gagner des clés. C'est l'humiliation. Hein. Je crois qu'on joue Pop Corner ce soir. Tu vas payer les coups. Hein. Ils m'ont oublié finalement. C'est Clément qui va pas être content là, s'il doit payer toutes les bières, tous les Coca-Cola. On a dit le perdant paye la tournée. Hein. Bon là, c'est mal parti. Clément, sors le chéquier parce qu'apparemment ce soir tu vas payer pas mal de tournées. Bien joué. Bien joué. Allez, dernière manche, c'est ça? Ou vous avez relancé un Non, set? c'est la même manche. Ouais. C'est la même manche, ouais. Hop. D'accord. Ok. En tout cas, du jeu rythmé, c'est bien pour savoir qui va faire les vitres, qui va faire la cuisine ce soir. Voilà, vous faites une petite partie de Runners Party. Voilà, ça permet de résoudre les conflits et puis de C'est prendre des sympa. décisions très dures. Allez-y, on pouvait relancer. On a encore On peut mettre, 2-3 minutes. Peu importe. on peut mettre une nouvelle map. Alors, Tinaria, le retour à chaud. C'est dur. Oui. Non, mais il y a tout Non, ça un va. apprentissage du jeu à faire. C'est vrai que là, ouais. on t'a pas laissé trop l'occasion de te rendre compte de ce qui était possible. Mais on va te laisser prendre un petit peu d'avance, que tu prennes tes marques sur la partie. C'est un Ok. effort quand même. Ça nécessite un petit temps de jeu quand même pour. Et si vous êtes en ligne ou si vous êtes avec nous, n'hésitez pas à essayer le jeu. Alors si vous êtes en ligne, on peut tester le jeu où?
Il est en early access. Il est en early access sur Steam. Donc allez sur Steam, vous tapez Runners Party ou CreArt Studio. Vous avez le titre, je crois, qui va apparaître sur un des layouts du stream. En tout cas, vous allez sur Steam, Runners Party. Vous allez trouver ça très facilement. Est-ce Sur que Steam. vous avez d'autres projets à part Runner en ce moment ou... Pour le moment, on a d'autres projets sous le coude. Des projets sur lesquels on avait travaillé avant. Et aussi, depuis qu'on bosse sur Runner Party, on a réfléchi à d'autres projets. Maintenant, ça prend beaucoup de temps. On est une petite équipe. On est 3 personnes. Donc, on veut vraiment avoir un jeu abouti, sachant qu'on se rend compte sur les salons que c'est un jeu qui fonctionne très bien, que ça fonctionne pour tout âge, que c'est très compétitif et on veut vraiment pousser ce jeu-là. On a pas mal de choses de prévues pour ce jeu-là. Ouais. Donc ça prend vraiment l'essentiel de notre temps, quoi. D'accord. Et puis, ce qu'il faut quand même signaler, c'est qu'on n'arrêtera pas de travailler sur ce jeu tant qu'on ne sera pas arrivé à la V1. La V1 qui devrait normalement, vraisemblablement arriver courant 2025, accompagnée d'un mode online complet et d'un portage ensuite sur Nintendo Switch. On fait coucou, il y a un personnage, comme on est sur le Japan Tour, on a un personnage de Transformers voilà, qui est devant nous. Voilà, vous pouvez lui C'est faire coucou impressionnant. aussi. C'est bien parce qu'à la maison, on n'a pas le personnage de Transformers quand on est sur son canapé. Enfin, si vous achetez 2000 versions, peut-être qu'on invitera le personnage chez vous. Voilà, coucou. Alors, en meilleur souvenir du développement du jeu, c'est quoi ? Allez, pour chacun d'entre vous, le meilleur souvenir sur le développement. Sur le développement, c'est vraiment les premiers tests sur salon. Oui. Parce que en fait, on fait tout ça pour les joueurs. Tinaria, profites-en pour gagner là. Vas-y. Et en fait, il n'y a rien de tel de voir que les joueurs s'amusent, que les joueurs reviennent. Parce que par exemple, le Japan Tour Festival est sur 3 jours. Et quand on voit des jeunes ou des moins jeunes qui viennent et qui reviennent la même journée, qui reviennent le lendemain pour s'entraîner, pour continuer de progresser, c'est la plus belle des récompenses. Et je crois que c'est ça, pour moi, le plus beau moment du développement du jeu. C'est très beau ce que tu dis. Merci. Non, moi, ça va plutôt être autour de la création. En fait, je crois que les tout premiers moments en fait, où on a vu les personnages s'animer que François avait réalisé, ça a été une sacrée belle émotion. Voilà. De voir en fait que le jeu qu'on avait pensé sur papier pouvait fonctionner et prenait vie. Voilà, c'est clair. C'est très beau aussi. Combien de temps de développement ? On est à un peu plus de 3 ans de développement là, mais par intermittence. Disons qu'on a passé 1 an et demi, 2 ans à travailler à temps plein dessus, et là ça fait 1 an qu'on a d'autres travaillé sur d'autres projets en parallèle. Ouais, alors c'est des prestations que vous faites avec le studio, c'est ça ? Oui. D'accord. Alors faut expliquer ça. Un développeur indépendant, c'est pas un long fleuve tranquille comme dirait le film. C'est plutôt même la guerre tous les jours quasiment. Donc du coup, vous faites le jeu à temps plein. Des fois, vous mettez un peu le jeu en pause, en tout cas le développement, pour faire vivre la société, parce que c'est important. Tout à fait. Ok. Et c'est quoi en général, question, on sort un peu du cadre, les prestations que vous faites, c'est quoi en général ? Là, par exemple, je travaille sur sur des petits films d'animation en 2D. Voilà, ça peut être ça, de l'animation, de logo, ça peut être tout ce qui aussi touche à la charte graphique. Voilà, de la communication, c'est assez varié, on a quand même beaucoup de possibilités, donc voilà. Et du coup, vos rôles, alors j'ai compris que toi c'était plutôt visuel, graphisme. Visuel, ouais. Et alors moi, j'apporte rien du tout à la société à l'heure actuelle. Moi, en fait, non, mais je travaille en fait sur une autre activité en parallèle. Moi, je suis marchand d'art, ce qui n'a strictement rien à voir. D'accord. Donc je travaille un peu différemment. D'accord, ok. Et quand tu travaillais à temps plein sur le jeu, qu'est-ce que tu faisais ? Je travaillais sur la relation presse publique et conception du gameplay en tant que chef de projet. Je gérais un peu l'équipe. D'accord. Lorsqu'on est 3, on est forcément obligé d'être multicasquette. Donc le level design, on en discute ensemble. Oui, voilà. non, mais c'est vrai que j'en parle pas forcément, mais j'ai moi-même fait un minimum d'intégration dans les logiciels. Voilà, chose que je connaissais pas du tout, par exemple. Ouais. Du coup, c'est ça qu'on voit aussi avec le jeu indé, c'est que autant l'industrie du AAA, c'est des profils ultra spécialisés. Bien sûr. On a des gens qui ne font que des textures d'arbres ou de rochers et tout ça. Alors que dans le jeu indé, celui qui s'occupe du graphisme va faire à la fois les textures, l'animation, les personnages. FX, ouais.
C'est pour ça quand tu disais multicasquette, il faut Ah vraiment ouais, être un couteau suisse. Quoi. ouais. Comme, Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on joue aussi bien à notre jeu, parce que c'est nous qui testons vraiment notre jeu, et on n'a pas des testeurs qui vont tester le jeu pour nous. Donc, à part sur les festivals. À part sur les festivals. Beaucoup de retours, il y a des choses au Japan Tour notamment, des remarques qu'on vous a fait, que vous avez dit ah oui mais c'est une trop bonne idée, on va l'intégrer. Plutôt des confirmations d'idées qu'on avait eues. Donc Oui. ça, en fait, ça a permis en fait de reprendre une direction qu'on avait envisagée, qui a été confirmée effectivement par plein de joueurs qui venaient tester le jeu. Tinaria, manette en main, alors ça donne quoi? Bah, j'aime beaucoup. Par contre, j'ai quelques questions. Est-ce qu'un jour il sera disponible en ligne ou pas du tout? Alors écoute, là le jeu là, actuellement, donc il est en accès anticipé sur Steam. Tu Oui. peux jouer quand même en ligne, enfin à distance, Oui. avec tes amis, avec le plugin Steam Remote Play. Oui. Bon, maintenant c'est pas le plugin le plus optimisé, voilà. Et aujourd'hui, on travaille sur une version 100% online du jeu, donc ça prend pas mal de temps en fait sur la création. On espère pareil qu'à la fin du dernier trimestre 2024, ça soit possible de commencer les playtests sur le online. Voilà. D'accord. Et le online, en fait, nous oblige à faire une grosse optimisation sur le projet, Oui, bien sûr. qui va nous permettre de le sortir sur Nintendo Switch. C'est ça véritablement notre objectif, parce qu'on ne veut pas sortir le jeu sur Switch s'il n'y a pas le online. Parce Oui. que ça fermerait un marché énorme. Donc voilà, le online, c'est vraiment pour objectif Nintendo Switch, et bien entendu après, plus facilement sur les autres consoles. D'accord. Et j'ai une autre question un petit peu fun parce qu'il y a énormément de refs rétro dans le jeu des années 90, mais au fur et à mesure des années, le rétro, finalement, les jeux des débuts d'année 2000 commencent à devenir rétro. Est-ce que vous allez intégrer au fur et à mesure des personnages Oui, non mais c'est tout à fait juste ce que tu dis, puis ça s'étend de toute manière, mais puis on peut voir qu'on a intégré des streamers qui sont finalement d'une génération qui n'est pas du tout de la nôtre, qui ont une vingtaine d'années. Je pense par exemple à Sora ou New Titeuf, qui sont des personnes plus jeunes, en tout cas, qu'on ne connaît pas de base. Ça, finalement, ils sont parfaitement intégrés au jeu. D'accord. C'est sympa. Là, du coup, le jeu sort l'année prochaine. Vous enchaînez direct, vous prenez un peu de vacances? Tout dépendra du succès du jeu ou de ce qui est prévu en termes de salon et diffusion, parce qu'on veut quand même rester au cœur de ce projet malgré tout, même quand il sera terminé. On a quand même envie de l'emmener au bout et même plus loin. Donc cette V1 en fait va servir de tremplin à une V2, à une V3, avec des DLC, de plus en plus d'environnements, des nouvelles mécaniques de jeu. C'est quelque chose qu'on n'a pas envie de lâcher, qu'on a presque envie en fait de rendre comme une licence, si vous voulez. Ok. Je pense que ça sera un moment charnière sur lequel justement il faudra peut-être être encore plus vigilant. Et donc je pense qu'effectivement, c'est pas là qu'on va prendre forcément des vacances. Si on arrive enfin à concrétiser et sortir une version 1 sur Switch, je pense que c'est justement là qu'il faudra tout donner. C'est le Graal en fait. Là. Ah oui, c'est le bien Graal. sûr. Ouais, ouais. Ah oui. C'est le Graal. Sortira peut-être sur Switch 2. Ouais, peut-être. Certainement. Bon, il y aura sûrement une rétrocompatibilité, ils sont obligés de toute façon. Donc voilà quoi. Ok, et pour vous, la Switch c'était la console de rêve pour sortir le jeu ou... Ouais. Oui, déjà Nintendo, pour nous, ça représente beaucoup. Et le jeu, lorsqu'on l'a réfléchi et conçu dans notre esprit, c'était pour la jouer sur Switch. Nintendo. Donc oui, Nintendo Switch, c'est notre première cible. Et bien sûr, les autres consoles, on les oublie pas parce que tout le monde n'a pas forcément une Switch ou quoi. Mais oui, la Switch, c'est notre console de cœur. Ouais, et puis ce jeu en est le témoin parce qu'il remplit toutes les cases d'un jeu Nintendo. Voilà, c'est familial, c'est convivial, c'est coloré, c'est fun. Voilà. Là, c'est notre définition de Nintendo en tout cas. Ouais. Oui. J'avais une question, comme vous êtes les derniers à passer. Quand on parle jeux vidéo, on pense à Bordeaux, parce qu'il y a un gros écosystème là-bas, à Paris un petit peu. C'est comment de développer un jeu en Centre-Val-de-Loire? Et qui vous soutient? Et comment ça se passe en termes de financement? Et en termes d'écosystème? Et vous avez parlé de potes tout à l'heure. Ouais, c'est une excellente question. C'est vrai qu'en fait, il y a quelques années encore, on est dans ce qu'on appelle, dans la région centre, dans une diagonale du vide. Il y a peu de choses autour du divertissement digital, mais une association s'est créée, Pixel Player, sur le stand sur lequel on est, qui essaie justement de fédérer tous les acteurs du divertissement digital. Donc c'est vrai qu'avant leur arrivée, on se sentait quand même très seul, voire même seul. Ouais, complètement très clairement, seul. Complètement seul. Ils sont arrivés quand, Pixel Players? Il y a 3 ans, un tout petit peu plus de 3 ans. D'accord. Donc c'est vrai que de les rencontrer, ça nous a permis de voir que nous n'étions pas seuls, qu'on partageait des problématiques en commun avec d'autres studios qui étaient là qu'on ne connaissait pas. Donc ça a permis de créer une belle dynamique. Et puis
Ouais, la région centre commence à s'intéresser beaucoup au secteur. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se dessiner, donc maintenant il va falloir un petit peu attendre et voir ce qui se passe. Bah, surtout à un peu plus d'1 heure de Paris, quoi. Et ça Exactement. pourrait devenir un bassin. Oui, qui est très attractif par rapport au cadre de vie parisien, bien sûr. Oui. Ouais. Et vous allez vraiment rester en région Centre-Val de Loire, imaginons le succès pour Runners Party version Switch. Oui, je crois même au contraire, on serait content. On a suffisamment galéré dans cette région pour, si ça marche, essayer d'aider aussi ceux qui nous ont soutenus et puis d'aider de futurs studios et puis Transmettre en fait notre expérience, je crois, parce que chaque jour en fait on apprend quelque chose, vraiment on se casse la gueule et c'est comme ça qu'on apprend et je crois que c'est toujours important de bénéficier en fait de l'expérience des autres. Ouais. Donc beaucoup de choses à transmettre Énorme. sur le parcours, sur peut-être des choses que vous auriez faites différemment. Tout à fait. Ouais. Oui. Un dernier mot, Tinaria, je te laisse conclure sur le jeu, tes impressions globales. Écoutez, je pense que c'est un jeu qui nécessite pas mal de compétences pour un jeu un peu speedrunner Il finalement. faut prendre un peu plus le temps. Oui. Faut passer un petit peu plus de temps Faut en passer nous voir au famille. stand pour revenir tester ça tranquillement là-bas. Voilà. faut pas trop jouer contre nous non plus. C'est ça. Alors venez avec des potes, si vous êtes à 4, vous êtes sûr de ne pas jouer contre eux. Voilà. C'est vrai. Et dernier mot du coup, vas-y. Eh ben, merci. Merci pour votre accueil. Merci, On vous Merci attend à de l'autre vous. côté. Voilà. Pareil, dernier mot, merci à vous. Merci beaucoup, c'était cool. Un créneau très sympa pour présenter les jeux indés du Japan Tour. Et puis, j'espère que ça vous a plu, que vous soyez en ligne sur la chaîne Anjou Pop Corner ou devant nous, que vous êtes passés. On a eu l'occasion de voir le prochain projet de jeu Maliki, elle est juste à côté de nous. Donc il y avait l'équipe de Créart Studio pour le jeu Runners Party. Il y avait qui d'autre? Alors Guild Studio avec Shadow of the Guild. Il y avait The Pioneers de Pour Supercube Supercube. et le dernier Bravo, je m'en souvenais plus. Tiny Visitors pour Tiny Visitors, The Fun Included. Included. Et parfait. Et c'est tout pour nous. Je te laisserai dire au revoir à la fin. Moi je vous dis au revoir, c'était cool. Merci Anjou Pop Corner, merci à Clément, à vous, merci à merci l'organisation beaucoup. de nous avoir fait de la place pour parler de jeux indés. On nous coupe. Ah. Et voilà. Et Tinaria, le dernier mot pour toi. Écoutez, n'hésitez pas surtout à wishlist les jeux qui ont été présentés aujourd'hui si ils vous plaisent évidemment et n'hésitez pas à jouer en famille.